soir, j'avais fait un faux départ, donc ça me permet de recommencer. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec Régis et Margot à la technique. Petite particularité, Régis, c'est son anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à Régis. Des gros bisous à lui. Et ce soir, on reçoit Marjolaine et Stéphane Gall pour une chose un peu particulière, parce que vous avez fait quelque chose de fou il y a quelques années, il y a 2 ans. 2019, ouais. 2019, ouais. ouais. Donc bientôt 3. Du coup, parce que c'était été 2019. C'est ça, juillet, ouais. Vous avez gravi la montagne en tenue de chevalier. Voilà, comme ça là. C'était ton casque? Ça, c'est mon casque. Ouais. Monsieur a son casque. Moi, j'ai mon casque. Mais il est sur mesure, effectivement. Ah, non. Ah, bah si, parce qu'il faut que ce soit bien adapté une armure. Sinon, ça fait mal. On va en parler un peu plus tard. Pas de souci. Du coup, Stéphane, tu es historien et chercheur. Et toi, Marjolaine, tu étais réalisatrice sur ce projet-là. Tu as ta société de production à côté et du coup, tu as participé à ça. Et en père et fille, vous avez réalisé ce projet-là. Yes. La première question, c'est né d'où, simplement? J'ai cru qu'il allait dire pourquoi. En vrai de vrai, franchement, il y a un peu ça. Tu veux que je raconte l'histoire C'est né d'où C'est né de... On est parti en vacances l'été dans le Queyras, 2016, ouais. en famille. Et puis on a fait la randonnée du col de Marie, donc une rando. Et arrivé en haut, mon père dit Bayard est passé par ici, la prochaine fois je le fais en armure. Et du coup, on a laissé un petit mot. Bayard est passé ici en 1515 dans le petit livre d'or au sommet du col à 1400. 2641 mètres. Ouais. À 2641 mètres. Et du coup, 3 ans après, en fait, il a emmené plein de gens avec lui, dont moi. Le retour. Et en parlant, en fait, en voulant faire ça au départ comme un challenge personnel de l'historien qui veut passer des archives au terrain, en fait, il en a parlé à un ami qui était super enthousiaste, donc Patrick Seria, qui nous accompagne, qui est là. C'est lui. Alors, faut qui est là. Le petit monsieur en bleu. Et, on lui fait des bisous. Et qui est sportif, qui est un ancien athlète de haut niveau. Et champion paralympique. D'Athènes 2004. Ouais. Et Atlanta. À vélo. Athènes, je sais pas l'année, mais Atlanta. Et du coup, lui, il s'est prêté au jeu. On a trouvé un 3e acolyte. Et puis, moi, je filmais pendant qu'eux, ils faisaient leurs recherches historiques, terrain, repérage, et qu'ils ont monté tout ça, quoi, toute cette ascension. C'est fou. Ouais. En fait, c'est marrant parce que on va parler un peu plus après de vous. Mais moi, pour avoir suivi, parce que d'être de la région et de bosser forcément dans la vidéo, parce que j'étais auto-entrepreneur dans la vidéo, ce truc-là, vraiment, il a soufflé dans la région pendant tellement longtemps de ça va être fait, il va y avoir des chevaliers dans la montagne. Et je me souviens avec des techos en Presta Lumière et tout, j'ai rencontré des gens, ils vont monter en chevalier dans la montagne, ils vont faire des trucs. Et c'était marrant comment ça a amené une mouvance dans la région, un espèce de flow de... Il y a un peu des fous ils vont faire qu'est-ce que c'est c'est marrant parce qu'il y a une grosse histoire ancrée dans la région sur tous les chevaliers. Moi je m'y connais très peu, voire pas du tout, mais il y avait la frontière italienne en fait qui était au coin de Pontcharra, c'est ça? Savoyarde, Savoyard, pardon, à l'époque. du coup. Ça avait été indépendant. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé. Je connais Savoyard d'origine, alors attention. Je vais faire plein d'erreurs, ça va être terrible. Il faut pas hésiter à me reprendre. Et du coup, c'était un projet vraiment, vraiment fou. Toi, Stéphane, quand tu fais cette blague en 2016, est-ce que tu as déjà un peu ce projet-là en tête de dire ça serait rigolo, c'est un peu une blague que je dis, mais t'as... Ouais. Oui, bien sûr. Non, parce qu'en fait, moi, je travaillais déjà sur... c'est une époque sur laquelle je travaille depuis très longtemps, l'époque 16e siècle, 17e siècle. Et au fil de mes recherches, j'ai associé la montagne, les Alpes, de plus en plus, pour essayer de comprendre le rapport des sociétés anciennes à la montagne, comment ils vivaient ça, la pente, la verticalité, comment ça se passait quand il y avait des milliers de soldats qui traversaient les régions de montagne pour aller faire la guerre en Italie notamment. Et là, je m'étais dit, quand même, en armure dans la montagne, c'est une vraie contrainte. L'histoire, les sources en parlent. Là, j'ai un facsimilé d'une lettre de François Ier à sa maman. Non, c'est la vraie. C'est la vraie qu'on a volée, faut pas le dire. Elle est là. Hein. Elle est vachement bien faite. Je trouve. Attention, je peux pas mettre du thé dessus. Et du coup, l'idée c'était ça, c'était de dire, il y a des mots, il y a des documents, des sources classiques pour l'historien, mais ils disent pas
tout n'est pas dit dans les mots. Et comment aller au-delà des mots? Par exemple, en endossant nous-mêmes l'armure et en voyant ce que ça fait sur le corps, sur le mental, quand on est en pleine cambrousse dans la montagne, à gravir des pentes sous le soleil, sous la pluie, sous l'orage. On avait tout commandé, on a tout eu. C'est vrai. Disons, l'orage, on s'en serait bien passé. Mais bon. Je comprends. Mais ouais, alors je suis très fan des gens qui font des trucs en général. Moi, à partir du moment où quelqu'un me dit putain, j'aime bien faire ça. On a un viewer qui s'appelle BR Desforges, qui est Twitcher aussi, et qui lui, il est forgeron sur Twitch. Je trouve ça fou et c'est incroyable. Donc il forge sur Twitch et il vulgarise un peu la forgeronnerie et c'est passionnant. Et c'est vraiment un secteur d'activité que je connais pas, du coup, que ce soit l'histoire et même le fait de retranscrire l'histoire je connaissais les blagues de gens qui faisaient du béour et qui faisaient des soirées et des retranscriptions de trucs, oui, un peu moins, mais voilà, c'était la seule chose que je connaissais. Et on parlait de Patrick, je connaissais du coup les fêtes médiévales qu'il faisait à la tour d'Avalon, du coup du Chevalier Bayard à Saint-Maximin. Mais ouais, alors qu'en fait, au-delà de l'histoire du territoire, il est passionné. Ouais, il est vraiment, il est passionné par l'histoire. Parce que du coup, pour l'anecdote, je connais Patrick depuis que je suis ado, donc du coup, je le connais bien. T'as dû faire du vélo alors, non? Même pas. J'étais très critiqué pour ça, parce que même pas. Il y a rien. Le seul qui ne faisait pas de vélo. Le gamin, il connaît pas rien d'histoire. Il fait pas de vélo et il passe du temps chez moi. Oh là 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 là. Et du coup, ouais, effectivement. Et la première chose qu'on voit quand, du coup, j'ai pu voir le documentaire, merci à vous. La première chose qu'on voit qui est folle dans le documentaire, c'est le rassemblement. Comment vous avez réussi à rassembler autant d'acteurs? Déjà, c'était pas des acteurs. Non, mais dans le sens d'acteurs différents. Cet enthousiasme. En fait, on se serait jamais attendu à ça. Au départ, tu vois, voilà, il y avait Patrick, mon père devant la caméra, plus Cameron, donc qui était le mécène du projet et lui qui est passionné par le Chevalier Bayard en lui-même. Donc ils étaient 3 devant la caméra. C'est comme ça qu'on a essayé de trouver des subventions, des choses pour construire, tout ce qu'il fallait pour que au niveau archéologie expérimentale, ça tienne, au niveau scientifique, au niveau historique, etc. Donc les armures en font partie. Et après, d'une chose en entraînant une autre, il fallait un médecin du sport. Ouais. Et puis, du coup, on s'est dit, il faut des chevaux pour simuler au plus proche, tester autre chose. Donc, s'il faut des chevaux, il faut des experts équins. En l'occurrence, il y avait un cascadeur équin qui a apporté l'armure aussi. Il fallait. Nickel, ça. Ouais. Et puis il y a des gens en fait qui étaient super enthousiastes dans le projet parce qu'ils en ont entendu parler, qui ont voulu participer parce que c'était une époque qui leur parlait, comme les États du Velay, les troupes, et qu'on montait un campement. Et puis après, il y a les militaires. Il y a les militaires. On est allé chercher des Lansquenets en Bavière aussi, quand même. Oui. Des reconstituteurs bavarois ils ont passionnés de cette époque, donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit eux. Donc ils sont venus depuis la Bavière pour gravir le col. Et ils parlaient allemand. Et ils parlaient pas. Il n'y en a qu'un, le chef là, qui parlait un peu français. Et il y avait et puis les militaires, eux, ils sont venus parce que quelque part il y avait le parallèle entre armée du 15e et armée contemporaine et le fait d'armes. C'était presque cérémonial en fait, tu vois. Chacun avait un peu son intérêt. Ouais, c'était des gens du 4e chasseur de Gap, donc des troupes de montagne qui nous ont accompagnés en tenue, et qui nous ont escortés jusqu'à la frontière parce qu'ils n'avaient pas le droit de passer de l'autre côté. Donc, tu les as vus dans le film. Ouais, je les ai vus, ouais. Mais tu vois que Marjolaine, elle connaît super bien le projet, parce qu'elle en parle. Moi, j'ai alors 1515. Plus besoin de rien dire. C'est même toi qui fais les conférences de ton père, du coup, sur ce sujet-là maintenant. C'est ça. J'ai même plus besoin. Disons qu'on s'est prêté au jeu tous les deux. On va dire qu'il y a les conférences historiques, scientifiques. Et puis, moi, j'ai expliqué le documentaire. On a fait des projections pour les scolaires, des trucs comme ça, quoi. Donc, on avait des sacrées questions, des fois. Qu'est-ce qu'il y avait comme questions? Est-ce que c'était des sans-culottes? Et comment ils faisaient pour faire caca dans l'armure? Ça, c'est la question. Forcément. Mais ouais, non, c'est une bonne question quand même. On a chacun nos côté pratique de la chose. Ouais, notre vision. Mais c'est sûr que tu partages. En fait, on a mis 2 ans à monter le. Enfin, il s'est passé 2 ans avant l'ascension et l'événement en fait. Donc pendant 2 ans, t'as le temps d'apprendre, tu vois, tout le sujet. Voilà. C'est sûr que c'est parce qu'en fait c'était vraiment un projet scientifique, c'était pas on va s'amuser un petit peu dans la montagne, on porte des armures pour performer, tu vois, non, c'était pas ça l'idée. L'idée c'était vraiment de produire des informations exploitables scientifiquement, donc il fallait qu'on fasse vraiment ça dans les règles.
qu'on croise les disciplines. Donc il y a des biomécaniciens, des physiologistes, des informaticiens qui ont travaillé avec moi, pas seulement l'histoire. Il fallait arriver à sortir de l'histoire pour comprendre l'histoire. C'est ça qui est incroyable. C'est ça que j'ai trouvé le plus fou, pardon, je te coupe. C'est toute la période dans le documentaire où vous êtes avec, vous faites des tests sur des tapis roulants et avec des scientifiques qui vous analysent ce qui se passe physiquement et physiologiquement sur votre corps. Et ce moment-là, il y a une espèce de scission dans le documentaire où je me suis retrouvé spectateur. Je me suis dit, waouh, c'est fou de réussir à faire ça et d'avoir autant de différentes sections en fait qui sont intéressées par le thème, et en fait on se rend pas compte en fait très vite comme on en parle. Et je suis désolé si ça le minimise, ça vend comme étant une blague, comme tu disais en 2016, mais c'est ça je vais qui monter et de réfléchir à... C'est ça qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes, même dans notre entourage, en fait, se rendaient pas du tout compte de la dimension. Et c'est en voyant le film, donc à la fin du truc, c'est toujours comme parce ça. qu'après il y a le temps de montage, et c'est là où les gens se sont rendus compte, ils ont dit ah ok, enfin quand même, d'accord, vous avez fait ça, mais comment, et c'est là où l'intérêt vient, parce que ils comprennent mieux. Mais ce qui n'était pas évident, c'était de faire de cette expérience scientifique, donc à la base quand même, comment dire, sur une approche universitaire, quelque chose de plus grand public, tu vois. Et du coup, tout était dans le dosage de quelle part on donne à l'expédition, qui est le truc le plus excitant, mais qui est que l'aboutissement quelque part, alors qu'en fait, il y a une préparation de dingue avant. Et du coup, je pense que ça fait un tiers du docu, l'expé. Ouais, même pas. Ouais, j'aurais dit presque un quart. Tu vois, donc en fait... Après, c'est le côté épique, mais... T'as bien compartimenté le truc. Il y a la partie contextualisation dans le docu. En fait, c'était long de contextualiser. Préparation scientifique, puis il y a la partie sur le terrain. Sans compter l'entraînement physique, les trucs... Ouais, tu disais tout à l'heure, les gens, ils en parlaient dans la vallée, mais avec Patrick, on s'est entraîné. Donc, moi, j'ai fait quelques sommets là dans les le coin. Les gens, ils le croisaient en armure. Donc, je croisais des gens qui faisaient des balades, tu vois. Ils me voyaient au pal de fer en montant en Chartreuse, par exemple, là, en armure, et les gens me disaient, mais c'est quoi? C'est un enterrement de vie de garçon? Ah non, c'est dur l'enterrement de vie de garçon, pas sympa, les gars. Pas sympa du tout. Et je leur disais, mais non, c'est l'université de Grenoble. Et puis là, on discutait, il y avait des échanges formidables avec les gens, parce que tout de suite, vu qu'ils étaient surpris, ils avaient envie d'en savoir plus. Ouais, bien sûr. Donc un échange, et je faisais finalement de la médiation scientifique. C'est-à-dire, j'expliquais ce que c'était ce que c'est que le métier de chercheur, qu'en histoire, on peut être aussi sur le terrain, et que c'était pas un déguisement, mais vraiment une tenue expérimentale pour produire des informations qui m'aident à comprendre les hommes du passé. C'est vrai que tu notes bien un truc, c'est qu'on a le côté Indiana Jones biaisé des films de comment ça se passe un historien, et on a l'autre côté on a l'autre côté biaisé de l'historien dans son bureau et qui juste analyse des livres. Tu es un parfait entre deux. C'est un Indiana Jones vestonné. Ah, ça, on ne l'a jamais fait. Je vais te mettre un chapeau. Non, mais oui, mais je crois que les deux sont complètement complémentaires. Je ne peux pas me passer des documents classiques de l'historien, c'est-à-dire vraiment les sources, documents écrits, parce que c'est ce qu'a produit l'histoire. Alors, c'est ça qui a interpellé. D'ailleurs, on commence par ça dans le docu. Ouais. C'est une phrase de François Ier qui écrit à sa mère et qui dit qu'il marche en montagne, que c'est dur, qu'il n'aurait jamais imaginé ça. En vieux français, ce que tu arrives à lire, ouais. Et en fait, c'est ça où c'est l'envie de dire, mais de s'imaginer comment il était à ce moment-là et de dire, mais attends, comment c'était possible? Ça matche pas avec les données. C'est ça paraît complètement incongru d'être en armure dans la montagne. Tu dis, mais c'est une blague, peut-être que. Mais non, il fait pas une blague à sa maman quand il écrit cette lettre. Il lui explique que réellement, ils ont peur des Suisses, qui étaient l'ennemi de l'époque. Qu'il a mis son armure pour se protéger d'une éventuelle embuscade, et qu'à 2000 mètres d'altitude, il est en armure. Alors, quand on fait un peu de montagne, c'est déjà pas toujours facile de grimper, d'avoir de la pente, de la déclivité, et puis là, en armure, tu te dis... les escaliers pour les courses, c'est déjà chiant. C'est voilà, déjà très dur, donc je vois. La personne qui ose dire je vois, je porte mes cours dans des escaliers, je vois totalement. Ouais, mais disons que oui, t'as ton centre de gravité qui change, et encore, toi t'étais à pied, Patrick et Michael, donc le cascadeur équin, ils étaient à cheval, et Cameron, ils étaient à cheval. Donc la difficulté, c'est quand ils devaient descendre de cheval, parce qu'en fait, la montagne te permet pas de rester à cheval. Donc ils avaient une tenue de cavalier, qui est vraiment une tenue très lourde, près de 40 kilos de métal. D'accord. 35, à cheval, ça va, parce que c'est le cheval qui te porte. Mais par contre, quand en montagne, tu dois descendre de cheval et marcher sur les sentiers étroits, en pente, là, tu
tu en baves. Et ça, on l'a vu parce qu'on a pu le mesurer avec des prises de sang, avec différents éléments qui montraient que quand ils étaient à pied, ils étaient vraiment. Ils étaient séchés, quoi. Ouais, ils étaient séchés. Ce qui C'était me un paraît gros plutôt effort. logique, ouais. Et toi, elle faisait combien ton armure? Bon, en tout, ça faisait à peu près 20 kilos. Ah oui, petit Plus, joueur, quoi, par rapport Petit joueur, mais à pied tout le temps. 20 kilos. Plus le pain, la copa, Avec le pain, les tout le pommes et l'eau. ravitaillement, l'eau, puis les armes, parce que il y avait des armes, là je les ai pas amenées. Oui, je comprends. Mais il y avait une dague assez longue et assez lourde, une épée typique de l'époque, très lourde aussi, qui était vraiment le type machette qu'avaient les lance-quenets, qui s'appelait une Katzbalger. D'accord. Et tout ça, il fallait le porter. Et donc les besaces pleines de ravitaillement, ça pesait sur l'armure, donc ça la comprimait un petit peu au niveau des épaules. La gourde pareil, la ceinture avec l'épée, donc il fallait trimballer tout ça, plus le casque sur la tête. Et les gantelets qui tiennent chaud, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que vu que tes extrémités sont couvertes, tu transpires et l'air n'arrive pas à circuler. Donc quand tu poses quelques éléments, ne serait-ce que les gantelets, déjà ton corps respire mieux. Ouais, tu t'en aperçois. Ah oui, c'est radical. Il y a un côté très hermétique qui fait que, en plus. Très hermétique et de macération un petit peu, parce que la transpiration ne peut pas s'évacuer. Donc tu la gardes et t'es trempé dessous, donc ça macère un petit peu. Et dès que tu as un refroidissement, par exemple quand on s'arrêtait au niveau du col, quand on s'est arrêté, vous deviez avoir super froid. alors là on s'est glacé en un clin d'œil. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Pas de juste milieu. Et on avait beau mettre des capes, tu vois, on avait des bonnes capes en laine. En fait, ça servait à rien parce que le froid, il était à l'intérieur. Et ça, ce sont des éléments qu'on trouve même dans les témoignages de l'époque. Des gens peuvent raconter que sous leur armure, ou quand ils l'ont posée, ils ont attrapé froid. Ils ont pris une sorte de mal à la poitrine et que c'était très douloureux parce qu'effectivement, tu as cet aspect qui est un ennemi pour le coup que tu vois pas très bien parce que tu t'attends à combattre en race campagne avec des ennemis sur deux jambes, etc. Mais là, c'est le froid, un ennemi sournois qui pouvait terrasser des guerriers. C'est souvent en plus arrivé, encore une fois, il commence à avoir nul, mais de gens qui arrivent à un point et en fait, il y a la maladie qui se pointe. Ah ouais, on mourait plus de maladies que des combats à l'époque, hein. Ça c'est sûr. Mais je trouve ça incroyable, je suis désolé, je le dis à chaque fois, mais c'est un projet que je trouve fou. Et du coup, je te rends compte, parce que Marjo, je te connais déjà, mais je te rends compte et tu es passionnant. Voilà, je te le dis. J'ai une autre question un peu vis-à-vis de ça. Le défi physique en tant que personne, comment tu l'as ressenti toi de te challenger là-dessus physiquement? Est-ce que tu étais déjà à peu près? Est-ce que tu es quelqu'un qui faisait du sport déjà à la base? Et comment tu t'es challengé vis-à-vis de ça physiquement? Ça, c'est une bonne question, effectivement. En fait, on était tous des quinquas. Alors, il y avait que Patrick qui était un athlète de haut niveau, mais qui était quand même plus dans le coup. Enfin, il fait du sport encore, mais il n'est pas au niveau qu'il avait quand il était champion paralympique, évidemment. Mais tu sens quand même qu'il y a un vrai capital. Il y a un reste. Tu t'entraînes depuis l'enfance, t'as une sacrée condition. Il est sur la perf. Il est sur la perf. C'est aussi un mental champion. Donc moi, à côté, j'avais, à part quelques footings régulièrement quand même, mais c'est tout, quoi. Donc il a fallu que vraiment je fasse un effort pour m'entraîner davantage. Du coup, la montagne en armure, déjà sans armure, puis avec armure, pour vraiment tester le matériel, puis me tester moi-même en me disant, mais est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'en haut en portant ça, ou je vais peut-être faire un arrêt cardiaque dans la montagne, tout est possible, hein. Et il a fallu s'entraîner, et on a même fait un saut en parapente. On a filmé. D'accord. Parce que là, l'idée, c'était pas l'effort physique, mais c'était plutôt l'effort mental. C'est-à-dire dépassement de soi. Dépassement de soi. De se dire, si j'arrive à faire un saut en parapente, là, en armure, depuis Saint-Hilaire du Touvet, parti avec Pascal Chatanet, qui m'a accompagné, super. C'était un grand moment de bonheur. Une première pour lui et pour moi. Donc. Il a bien joué le jeu. Il a bien joué le jeu à fond, Pascal, ouais. Et de se dire, bon, ça je le fais, j'y suis arrivé, bon, allez, je devrais arriver à monter jusqu'au col de Marie avec une armure sur le dos. Bon, ça je l'ai fait, donc je peux aller au bout. Ok. Je vous propose qu'on lance la bande-annonce. On va la lancer, on va reparler un peu de ça pour aller plus en profondeur, comme ça on tease un petit peu. Je vous présente la bande-annonce des Chevaliers dans la montagne. Yes. 1515,
un roi et des chevaliers en armure se sont retrouvés au cœur des Alpes. En tout, ce sont 40 000 hommes de guerre et près de 12 000 chevaux qui passent les monts. Évidemment, c'est une aventure, comme ça l'a été en 1515. On a essayé de prévoir un maximum de choses, mais il reste des imprévus. On va y arriver. J'ai préparé ça un peu comme une compétition, c'est vrai. Quelles difficultés physiques, morales, matérielles cela représente-t-il pour des hommes du XVIe siècle? C'est ce que l'histoire ne dit pas. Voilà, petite bande-annonce, j'espère qu'elle vous a plu. On reviendra un peu sur la diffusion, de comment vous en avez parlé et tout ça plus tard. Je voulais au moins présenter et que vous voyez un peu visuellement ce que c'est. Pour revenir un peu au dépassement de soi et de tous ces trucs-là, de comment on se challenge, sur des mesures, plein de gens ont du mal à se sentir légitimes, à faire des choses qui sont, entre guillemets, moindres, sans hiérarchiser les activités et les challenges. Donc c'est vraiment le parapente qui t'a amené à te sentir légitime de gravir une montagne. C'est vraiment là où tu as eu cette scission. C'était peut-être pas aussi marqué que ça, mais ça m'a quand même, ça a fini de me convaincre que je pouvais le faire. Ouais. Il y avait quand même un petit doute à certains moments, parce que c'est vrai que quand tu prépares des projets comme celui-ci, tu as forcément des moments où ça avance bien, c'est super, tout est en harmonie. Puis tu as des moments où tu as l'impression que ça va pas avancer, que ça n'avance plus, que tu as des frictions, que t'as pas, au niveau budget, on va peut-être pas non plus arriver à le boucler. Donc tu as tous ces aspects-là. Et c'est là que quand tu travailles en collectif, comme on était alors avec Patrick, avec Marjolaine, c'était super parce qu'on arrivait, quand ça pouvait flancher dans un domaine, tu avais un autre domaine qui pouvait avancer. Donc comme ça nous a permis de nous y retrouver et puis on a fait beaucoup de choses pas ensemble, à pas, avec d'avancer. Cameron, on était vraiment... Puis Cameron, super, donc qui nous a vraiment... très gentiment aidé, qui a participé, qui s'est impliqué, épaulé, alors qu'il est chef d'entreprise, tu vois. Il est dans un autre monde par rapport à l'histoire et à la recherche. Et vraiment, il s'est impliqué, c'était super. Donc des activités pas si compartimentées au final, vous avez vraiment porté le projet tous ensemble et vous avez... Il n'y avait pas une notion de... Toi, du coup, Marjo, tu étais réalisatrice, mais il n'y avait pas cette notion de prestataire, entre guillemets. Non, pas du tout. Non, en fait, on a vraiment... au début, c'était... Marjo, ce serait bien que tu fasses une petite vidéo, quand même. La petite vidéo ce serait sympa. Puis bon, au fur et à mesure, je dis, non, attends, papa, il faut au minimum 2 caméras. Attends, non, 3, ce serait mieux. Et en fait, une chose en entraînant une autre, on s'est mis à écrire un scénario, à vouloir le vendre aux chaînes et à voir comment vendre un documentaire, de combien de temps, quel format, faire une vraie production, même coproduite avec des boîtes de Paris, quoi. Donc ça a pris une autre dimension. Mais c'est aussi ce dont tu parlais, la dimension médiatique. En fait, le tourbillon médiatique que ça a pris, mais on s'y attendait pas du tout. Pas du tout, ouais. Je veux dire, t'es passé sur... il y a eu... Mais tellement d'émissions, j'ai plus d'une quarantaine d'interviews, je pense. Je suis désolé d'en rajouter une. Je suis vraiment navré. Mec chiant qui en met une de plus. C'est pas que ça a été chiant, justement. Non, mais c'était c'était inattendu. Non, c'était pour la blague. Mais c'était pas évident à gérer parce que des fois tu te dis merde, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, quand en plus tu as des histoires de on commençait à tourner des images, on voulait créer un docu, vendre un docu. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de donner, de diffuser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, l'exclusivité. On s'est posé plein de questions, en fait, et c'est vrai que tout le monde dans les médias veut des images. Il y a eu un reportage France 3, on est passé sur le JT de France 2, tu vois, à TF1 non, TF1, ils n'ont pas pu venir finalement. Ils n'ont pas pu venir. Je sais plus. Il y avait Jim. Mais tu vois, il y a eu des trucs, et puis des trucs complètement loufoques. C'était quoi, t'étais dans Elle ? Dans la revue dans Femme Actuelle, l'homme de fer. Voilà. J'allais chercher mon chercheur préféré, top 10 des chercheurs historiens préférés. Alors, tu te retrouves dans des trucs complètement inattendus. Il y avait des trucs très universitaires, scientifiques, historiques. C'est beau comme nom. Ouais. J'ai gardé le truc parce que ça m'a bien fait rire. Drôle, quoi. Mais là, l'idée, c'était... Alors,
il fallait effectivement qu'on communique pour faire connaître vraiment le projet, parce que c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi du docu derrière, et il fallait le faire connaître. Faire de la médiation en expliquant ce que c'est que la recherche, ce que c'est que de faire de l'histoire aujourd'hui, on va dire. On peut le faire de manière originale et inattendue. Et puis, en même temps, il fallait qu'on arrive à ce que le projet ne nous échappe pas et à ce que ça se transforme pas en un truc ridicule, caricatural sur. C'est quoi, c'est les grosses têtes. Ils s'amusent avec leur armure. C'est dans les grosses têtes, je crois qu'ils ont commencé par alors Kaamelott. Du coup. Après, c'est une marque de fabrique aussi. En même temps, c'est régional aussi. Mais tu vois, des émissions super comme ça, où on a pu passer, expliquer. C'était génial, quoi. C'était trop bien. Alors, j'ai pas passé les grosses têtes, c'était juste qu'il y a dû avoir une question, je crois. Est-ce que des historiens, des scientifiques vont traverser les Alpes en armure, vrai ou faux? Ah ouais, un truc comme ça, mais il me semble qu'il y avait une c'était émission. vrai. Ouais, du coup. Il y a une question dans le chat, j'ai l'impression. Régis, lève la main. Oui, on est désolé, mais ça paraît incontournable. On a la Julien, notre monteur, qui nous demande comment on fait caca. Alors, Stéphane l'avait prédit. C'est-à-dire qu'il en parlait. Écoute, Stéphane, est-ce que tu veux répondre? Très pratique. Eh ben, on y arrivait, pas de souci. C'était peut-être un peu plus compliqué avec une armure de cavalier parce qu'ils avaient les jambes qui étaient prises. Donc ça pouvait monter assez haut. Mais c'était peut-être moins que l'armure, c'était les chausses qu'ils avaient, les pantalons qu'ils avaient à l'époque, on va appeler ça comme ça. Donc certains avaient aménagé ces chausses, ces pantalons, parce qu'ils ne pouvaient pas le baisser avec l'armure. Ce qui fait qu'ils avaient inventé des chausses à pont-levis, c'est-à-dire qu'on défaisait simplement. Ok, oui, ce qui paraît c'est mignon comme image. Ouais. On défaisait deux petits liens derrière, et puis ça abaissait le fond de la culotte, et on pouvait se soulager tranquillement. Ok, malinois au final. On n'arrête pas le progrès. Ouais, non, malin. Faites ça, en fait. C'est bien plus simple. Je sais plus ce qu'on disait, mais tu parlais du coup de l'effet médiatique et du coup de le lien que vous avez eu avec Kaamelott sur le côté. Oui, c'était rigolo, mais c'est vrai qu'on voulait veiller à ce que ça nous échappe pas, à ce que ça s'emballe pas vers quelque chose de caricatural. Et puis du coup, ce côté pluridisciplinaire qui était était tantôt une force et tantôt un éparpillement pour les gens. C'est-à-dire que d'un côté, tout le monde y trouvait son compte. Donc, tout le monde était passionné parce que tu vois, les scientifiques ils étaient contents, les historiens ils étaient contents, les sportifs ils étaient contents, les gens qui aimaient la montagne aussi, enfin bref, les gens de la région, etc., la performance. Et en même temps, pour vendre un docu pluridisciplinaire comme ça, eux, la ligne éditoriale n'était pas assez fixée quelque part. Ouais. Ils avaient du mal à voir quel public ils allaient pouvoir toucher avec ça. Donc c'était à la fois un engouement collectif génial. Et à la fois, médiatiquement, évidemment, ça partait dans tous les sens, quoi. Mais faut rappeler, parce que du coup, pour bosser dans la prod vidéo depuis un moment aussi là-dessus, en plus, vous faites ça en 2019, mon projet qui est là depuis 2017. Donc, le temps que vous préparez ça, faut pas enlever qu'il y a YouTube qui existe, mine de rien, avec énormément de vulgarisation historique, de vulgarisateurs en général un peu partout. Je pense notamment à Nota Bene, parce que moi je le suis personnellement, qui m'a remis un peu dans le goût de l'histoire aussi sur des trucs. Des bisous, Nota Bene. Mais il y a ce truc-là, il y a un nouveau média pour parler de l'histoire. Il y a un nouveau truc qui existe. Déjà, comment toi, en tant que professeur et chercheur, tu te places avec des gens qui, du coup, vulgarisent l'histoire avec un nouveau média, une nouvelle méthode de communication. Comment tu as vécu, toi, cette arrivée-là de ce nouveau média-là et comment tu as vu aussi cette arrivée-là, toi, en tant que professeur, en termes de nouveaux étudiants, méthodologie de travail ou ces trucs-là? C'est une question qui n'est pas encore réglée, on va dire, parce que ça évolue. On voit les étudiants qui changent effectivement beaucoup. Des étudiants qui n'ouvrent plus de livres parce qu'ils vont tout chercher sur Internet. Ouais. Et ça pose problème parce qu'effectivement, les livres, nous, on a c'est un label en quelque sorte. On sait qui les a écrits, on connaît les qualités scientifiques des auteurs, donc on sait que ce sont des références sûres, solides. Quand c'est sur Internet, c'est moins évident parce que évidemment ça part un peu dans tous les sens. Et c'est le défaut de pardon, je te coupe. C'est le défaut de la vulgarisation aussi, c'est qu'on fait des raccourcis. Il y a énormément d'erreurs des fois qui sont faites sur des raccourcis et le raccourci était peut-être vraiment un gros raccourci. Donc c'est aussi le danger de ça. Tout à fait. Donc ça peut aider, je dirais, à un premier niveau.
pour juste saisir de quelle époque il s'agit. Bon, ok, mais après, évidemment, quand tu veux vraiment approfondir, en tant que chercheur, historien, auteur, comme mes collègues, rien ne remplace les ouvrages, les articles, mais que tu peux aussi trouver sur Internet, pour le coup. Bien sûr. Parce que tu as des sites qui sont extraordinaires. Des sites comme celui de la BNF, par exemple, pour la Bibliothèque nationale de France, pour trouver des documents. Celui-ci, là, il vient de la Bibliothèque nationale de France. Donc, tu trouves en ligne les documents même de l'histoire. Puis après, bon, tu as des sites pour trouver des articles, pour t'informer à des sources vraiment sûres pour travailler. Voilà. Et après, tout le reste, c'est à la fois, c'est comme tout, hein, c'est formidable parce que ça permet d'avoir des connaissances immédiatement, d'avoir des choses qui sont dynamiques, vivantes, ludiques. Donc ça comptait énormément. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer ce genre de sources d'informations, mais la clé, c'est vraiment de les croiser. Et puis après, selon ce qu'on fait, si on est un petit peu comme ça, on voit les choses de très loin, s'informer sur Wikipédia, sur telle chose, très bien, on va trouver des choses formidables. Si on est étudiant en histoire ou si on fait une thèse d'histoire, bon, évidemment, là, il va falloir aller quand même plus loin. C'est une affaire d'échelle, en fait, je trouve. Ouais, voilà, moi étant pas dans le milieu... Non, parce qu'on a un nouveau projet avec les échelles, tu sais. On va expliquer ça après, bien plus tard. Oui. Oula, vous êtes pas prêts, ça va durer 8 heures. Fou, là. C'est le problème de Stéphane et Marjolaine Gall, font trop de trucs. J'ai appris qu'elle avait une marque de vêtements, la dame, aujourd'hui, portée par Régis actuellement. Donc vraiment, ils font trop de trucs. On va tourner les caméras sur Régis. Moi je trouve que c'est une affaire d'échelle. Pour le coup, ce secteur-là d'activité ne me parlant pas, j'en suis client parce que ça me permet d'avoir je suis très fan de mythologie en général et du coup de lier l'histoire dans la mythologie nordique, mythologie grecque, ces trucs-là, ça m'intéresse très vite. Je voulais revenir et rebondir vite fait. Je suis désolé, on divague un peu, mais voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, ouais. J'ai vu, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps et j'en ai parlé souvent en live, mais du coup j'ai un vrai chercheur avec moi, donc je vais pouvoir y répondre. Il y a un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Roi, avec Timothée Chalamet. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. Voilà. Qui a énormément posé problème. Donc c'est sur, je vais dire plein de bêtises, mais sur en gros, c'est sur le début de la guerre de 100 ans, quand les Français se sont fait défoncer par les Anglais, par Charles X. Non, pas ça. J'ai plus lequel c'est, mais c'est un Charles, quoi. Ouais, il y a eu plusieurs grosses batailles perdues par les Français. Mais en gros, c'est tiré du coup d'un Shakespeare. Ouais. Et il y a eu énormément de problématiques parce que c'est un des premiers films qui se vendait comme étant on retranscrit vraiment comment sont les batailles de chevaliers. Donc effectivement, c'est moins épique qu'un Seigneur des Anneaux. C'est vraiment ça galère dans son armure et ça se bat et ça galère. Mais ça reste du cinéma. Et il y a eu énormément de problèmes, il y a eu des pétitions de la part d'historiens qui sont en mode en fait, nous, on se tue pendant 10 ans à faire de la médiation culturelle pour expliquer un truc. Il y a un film Netflix qui sort, vous ruinez tout. Comment toi, tu te places là-dessus il n'y a pas une question de... comment tu te places là-dessus en historien si, admettons, il y avait eu un film là sur cette péripétie-là et justement qu'il y a des raccourcis qui sont faits et qui, fatalement, la visibilité d'un film est bien plus forte que... Moi, je me souviens que le seul Chevalier Bayard que je connais, il y a Gérard Jugnot dedans, je crois. Sans peur et sans reproche, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, non, sans peur et sans reproche. Il est plus proche de la... On va dire, il est plus proche de la vérité historique que le roi, presque. Le roi, ça a l'air d'être aberrant. C'est-à-dire que ça a des grandes prétentions, de grandes ambitions, de restituer l'histoire telle qu'elle a pu être, ou de faire croire que l'histoire a été comme ça, alors qu'en fait, effectivement, c'est presque une falsification parce qu'il y a des aberrations, enfin les combats à la fin, là où il y a le roi qui est présent, le roi de France, se battre dans la boue. Du coup, je l'ai vu il y a pas mal de temps, mais je sais que j'avais été choqué par les erreurs effectivement monumentales de ce film. Surtout si tu promeus quelque chose qui est proche de, historiquement, de la réalité. C'est l'intention en fait. Dans Sans peur et sans reproche, il n'y a pas d'intention de restituer l'histoire, mais plutôt de s'en amuser. Et en s'amusant de l'histoire, paradoxalement, on est peut-être plus proche par certains aspects de la violence des combats, des modes de vie des gens, des guerriers de l'époque.
Et là, récemment, j'ai vu Kingsman, première mission. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai celui-là. pas vu du tout. Et là, pareil. Alors là, j'ai été, en tant qu'historien, choqué parce que le film se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est une guerre mondiale. Donc, c'est ce que c'est pour la France que ça a été que la Première Guerre mondiale. Là, on nous parle de la Première Guerre mondiale pendant tout le film et on a effacé la France. C'est incroyable. Il n'y a pas un drapeau français, il n'y a pas une évocation de la France. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Tu te dis, mais comment le cinéma refait l'histoire et efface des pans entiers de l'histoire et dans la tête des gens, parce que les gens voient ça et c'est ce qu'ils vont garder de l'histoire. Peut-être que forcément. les cours qu'ils ont eus au collège, au lycée, ils auront tout oublié, mais le film qu'ils ont vu, parce qu'il y a des images qui sont fortes et qui s'impriment facilement, ils vont garder ça à l'esprit. Et il y a une espèce de révolution un petit peu C'est le côté sourde, épique aussi. profonde, qui efface les choses. Ouais. C'est comme, souviens-toi, en fait, quand on allait voir plusieurs boîtes de prod à Paris pour trouver un coproducteur pour le documentaire, on avait un peu toutes les approches. C'est là où on a découvert aussi qu'en fait, on voulait défendre notre propre approche et du coup, on a choisi un coproducteur en conséquence. Mais on a eu la proposition d'un mec qui voulait vendre le docu à Netflix et le mec, il voulait faire un péplum. Il en avait, mais il en avait rien à faire de François 1er. Non, il faut parler de Bayard et machin, et puis on va le mettre là, ils étaient combien 44 000. Bon, on va en mettre 100 000. Allez. En 3D. Et ce serait bien qu'il y ait un orage et tout. On ferait tomber des chevaux dans le ravin. Non mais le mec, on ferait tomber des chevaux dans le ravin. Si tu veux, c'est très loin de votre projet. Ça aurait fait peut-être un super film. Enfin, ça aurait été épique, une armée dans la montagne incroyable et tout. Mais ça avait rien à voir avec ce projet-là en fait. Du coup, et c'était pour Netflix. Enfin, lui, parce que lui, il savait que lui, il bossait avec Netflix, donc il savait que c'était ça qui allait leur plaire en fait. Donc après, on a différentes sensibilités. Non, mais je suis d'accord. Hein, je suis complètement. Il y a une question de la part du chat. Il y a une question de Kika Little Hake qui rejoint un petit peu ça. On nous demande si un format de reconstitution historique serait envisageable. J'imagine que la question c'est est-ce que ça vous plairait d'en refaire, d'être plus proche de la reconstitution que du documentaire? Alors, Kika, si ta question c'est d'être 12 000, ça va être compliqué. on sera pas 12 000 chevaux comme en 1515. Ou alors la communauté Twitch se chauffe vraiment beaucoup, vous faites beaucoup de sport et on crée un truc fou. Allez, Twitch dans la montagne. C'est ça. Non, mais après il y a plein d'autres choses. Enfin, c'est vrai que eux ils avaient des canons. Bon nous on n'a pas monté de canon. C'est vrai, ça on l'a pas fait. Mais... les armures, mais on n'avait pas les canons. Petits joueurs. C'est pour ça qu'on appelle ça. Tu en parlerais mieux que moi, mais archéologie expérimentale. Ouais, bien sûr. Et pas reconstitution. Parce que c'est vrai que si on dit c'est une reconstitution, là les mecs, ils vont nous attendre quoi. Et on en parlait. Du coup, j'en parlais aussi encore à mon échelle. Mythologie nordique, j'aime beaucoup ça. Il y a la série Viking qui a rassemblé 3 Ragnar pour en faire un seul et le personnage est incroyable. Hein. On est tous amoureux de Ragnar depuis. Il n'y a aucun problème, il est tellement beau. Et du coup, c'est la même chose en fait dans ce truc-là. Comment, c'est encore un autre niveau parce qu'on a moins d'informations encore que la Première Guerre mondiale. Mais j'étais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors là, je suis pas du tout. Non, mais pas sur le Viking, mais je veux dire, j'étais curieux. En fait, globalement, c'est pour résumer, conclure un peu ce que c'est ce parti-là. Ah oui, ok. J'étais curieux d'avoir un peu ton point de vue en tant que chercheur de comment, face à un film, moi, typiquement, je bosse dans la vidéo. Quand dans un film il y a des problèmes techniques de vidéo, très vite je sors du film, je fais ah ouais, ils ont fait ça. Voilà. Et donc je vois très vite ce truc-là. Mais toi tu les vois direct. C'est pareil, c'est pareil. Tout de suite les erreurs, on les repère, une atmosphère qui est mal rendue, quelque chose qui sonne faux. Oui, évidemment, je suis très très à l'affût de ça et je suis souvent déçu. Ouais. Dommage. Mais c'est vrai, les Ridley Scott par exemple. Mais d'ailleurs, il y a le duel qui est sorti le dernier. Alors je l'ai pas vu, mais j'ai tellement lu des choses comme quoi c'était nul que beaucoup de gens se sont plaints. Voilà, des gens très déçus, notamment du point de vue historique, que j'ai renoncé à aller le voir. Ouais. Qui du coup le duel, c'est le dernier duel, dernier procès, duel de l'histoire. Bon. Là, par contre, ça se passe en France, donc c'était une originalité pour le coup. D'habitude, c'est toujours en Angleterre. Là, c'était en France, mais dommage, le rendez-vous a été un petit peu manqué. Okay. On va revenir un peu à votre projet. Moi, je me posais des questions. Du coup, tu avais commencé à parler un peu de la prod et de comment vous vendiez le projet. On a tous conscience, parce qu'on a tous fait des choses là aussi.
de vendre un projet passion. Et justement, vous en parliez de vouloir garder à cœur la philosophie, l'éthique que vous vouliez garder là-dedans. Comment on réagit face à quelqu'un qui dit on va mettre 200 chevaux, ils vont tomber, là il y a un Pégase qui va arriver. On s'est retenu de rire peut-être, ou alors on se disait ah ok c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, on était face à des prods parisiennes. Pour nous, on nous avait vanté que c'était la seule solution pour vendre un documentaire. Et d'ailleurs, on l'a pas vendu parce qu'en fait, on a fait notre truc et on en est bien content. Et puis en fait, sur le moment, t'es un peu déçu parce que tu te dis mince. Moi, j'aimerais toujours qu'en fait, il soit diffusé un maximum ce docu parce que les technologies évoluent tellement vite. Là, il a été tourné en 2019, on est déjà en 2022. J'ai peur qu'il soit pas assez vu en fait, et c'est dommage parce qu'on a mis nos tripes dedans. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, en fait, on est vachement content d'avoir fait comme ça parce que ça aurait été un autre film. Donc après, il y en a. Netflix fera un film sur le Chevalier Bayard, tu vois. Netflix fera un film sur vous. Vous voulez faire la série. La mise en abîme. Non, mais on est content quand même. Enfin moi, en tout cas, je suis très content d'avoir ce docu super bien réalisé par Marjolaine et son équipe. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, je le montrais aux étudiants de l'université, des étudiants d'histoire. Donc, puis un produit, ils ont bien aimé. Ils ont posé plein de questions. Donc, c'est la preuve que ça n'a pas vieilli du tout. C'est peut-être au moins un truc qui est plus moderne que plein d'autres supports vidéo universitaires, tu vois, plus classiques. Oui, puis parce qu'il y a pas, plus original. Justement, il n'y a pas eu de gros effets. On n'a pas cherché à faire des effets spéciaux. Oui. C'est vraiment même les flashbacks sont très légers. Il y a un petit sépia léger. Ça s'entend, ça se comprend. C'est très léger. Ouais, c'est pour que les gens comprennent qu'on passe dans le passé. Le sépia, on avait voulu faire ça le cinéma pour qu'il y ait la bascule qui se fasse. Et du coup, on est resté proche de vraiment l'expérimentation. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que ce docu, ce soit pas un docu de divertissement. Tu vois, du samedi soir, et après on passe à autre chose. Non, moi je voulais que ce soit un outil pédagogique. Donc je voulais pouvoir le montrer à des collègues, le montrer à des étudiants d'histoire, le montrer à un public large dans des conférences pour que tout le monde puisse lire à son échelle le docu avec une conférence souvent à la clé qui permet d'avoir toutes les clés. Oui, parce que même déjà, du coup, moi je l'ai vu tout seul dans mon coin. Et avec Margot, on l'a vu. Et j'ai compris. J'ai tout compris. Bon, t'as pas annulé la rencontre de ce soir. On va maintenir, ça vaut quand même le coup. Justement, j'avais plein de questions. Et sur ce rapport de production, de réaliser des trucs, je revenais justement parce que je parlais tout à l'heure de YouTube pour parler d'un média à une époque. Vous avez pris la décision d'être dans le documentaire, qui est le média dans la production le plus difficile à produire. C'est la fiction qui marche, on le sait, ou l'autoprod sur YouTube ou sur les autres trucs dans les festivals, même les documentaires, les festivals de documentaires, hyper dur de les mettre en place et de les lancer. Donc on est plus sur du média très traditionnel, voilà. J'allais dire à l'ancienne, mais il n'y a pas une critique là-dessus. Il y a zéro critique là-dessus. Non, mais c'était voulu. Et en fait, je me souviens que du coup, dans la région, il y a eu des conférences, il y a eu, vous êtes passé dans le cinéma, dans différents cinémas et tout ça. C'est vrai, puis dans des salles un peu partout. Dans le cadre du festival Sciences et Montagne, ça nous a permis. On est passé au Palais des Sports. On est passé au Palais des Sports, C'était génial. Le docu a été primé. Il y avait 4000 personnes. Ouais, c'était une ambiance. Ce qui est cool de voir 4000 personnes qui voient ton film. Quand tu arrives après le film, que tu arrives sur scène en tenue, donc on était tous en tenue de chevalier. Tous les étudiants qui m'avaient accompagné aussi étaient là. Il y avait vachement de jeunes à cette session en fait. Il y avait beaucoup de scolaires. Il y avait beaucoup de scolaires. Il y avait une ambiance. C'était marrant. Ça. C'était génial. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire, oui, on a fait le docu, mais il y a eu des petits compléments sur les réseaux sociaux. Ce que tu avais fait pour la campagne de financement. Ouais, la campagne de financement, sur le petit truc qu'on avait fait avec Patrick là, pour mettre sur en fait, oui, on a essayé de. Enfin, le docu, c'était c'était ce qui allait rester aussi. Enfin, il y a le livre aussi, tu vois. Ça, il est sorti récemment. En fait, c'est le. On peut le montrer. C'est le. Vas-y, je te laisse. Hop. Qui est trouvable où? Et voilà, juste petite question. Dans toutes les bonnes librairies, normalement. Le livre, donc en librairie, et le documentaire, il est disponible quelque part? Il est visionnable ou... Montagne TV. Montagne TV. Non, attends. Montagne TV, c'est ça, c'est Montagne TV. Ou Montagne.tv. Montagne TV. Ouais. On enverra le lien. Si quelqu'un trouve le lien et peut l'envoyer. Je vous invite aussi, est-ce que les modérateurs peuvent envoyer le lien vers le livre, vers une librairie du livre, comme ça vous pouvez voir et vous le commandez si vous avez envie.
Il y a plein d'images dedans. Il y a plein d'images, il y a plein de photos, il y a plein de... C'est un livre je édité suis tombé sur une par, par l'édition de l'université, enfin comment tu pourrais dire l'éditeur UGA universitaire. édition. Voilà. UGA édition. Donc c'est un ouvrage quand même qui est une restitution de l'expérience scientifique. Donc comment dire il y a des trucs un peu techniques, mais du coup on a réussi, t'as réussi à négocier de mettre suffisamment d'images et de choses qui rendent compte quand même de l'expérience aussi humaine et d'ensemble qu'on a vécu. C'est ça. Donc c'est à la fois un livre pour les universitaires scientifiques, enfin les gens de la branche, et à la fois un peu plus grand public en fait pour une fois, qui rend compte de l'expérience, quoi. Donc c'est cool. Il y a toute une partie de contextualisation, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi les Français allaient faire la guerre en Italie, dans quelles conditions, etc. Après, il y a des photos, je ne sais pas si ça se voit, et sur les expérimentations biomécaniques, etc. Puis à la fin, il y a un petit cahier. Des différentes photos, des événements. Voilà, de l'expérience vécue collective avec les entraînements, les assos, les associations, les sauts en parapente, le vol en parapente. Du coup, le vol en parapente, il a existé. Les doctorants, les étudiants qui m'ont accompagné, donc Emma-Sophie, Perrine, Marine, Nicolas. Le travail de la société Megapixel qui a été montré aussi, donc les coulisses un petit peu du tournage. On voit très bien François Ier d'ailleurs, à 20 ans, voilà. Ouais, il était là. Bon, donc... Bah écoutez, si vous avez envie d'aller voir ça, du coup montagne.tv, je sais pas si le lien a été mis. En fait, c'est le site. On a trouvé le lien. Voilà, on vous invite à aller voir le documentaire. Le documentaire est vachement bien. Il dure 32 minutes, je crois. Et voilà. Enfin, c'est pas si long, quoi. Non, et puis ça passe vite, en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'on a souvent peur aussi, quand on n'est pas docu, consommateur d'un documentaire, de dire en fait, le rythme est méga important, fatalement. Et donc là, vu qu'il y a une idée d'ascension, que ce soit physique ou même dans le process du truc, ça donne envie d'aller plus loin et le dépassement sportif, le dépassement de tout ça fait qu'on a envie de suivre le truc et ça passe très très vite. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Méga agréable à regarder. Je dis pas ça parce qu'ils sont là. Merci, quelqu'un d'honnête. Non, on est pas là. Merci. mais voilà. Et je voulais parler aussi d'un truc parce que personnellement, j'ai beaucoup de mal à gérer les baisses d'euphorie. Donc je vais je vais vous expliquer ce que c'est. Après un événement, peu importe ce qu'il est, que ce soit quand je faisais du théâtre ou de la vidéo après une prestation, typiquement là on est en live et je passe un bon moment et c'est cool. C'est fini et d'un coup je me retrouve tout seul chez moi, je vis ce qu'on appelle ma baisse d'euphorie. C'est comme ça que j'appelle ce moment-là. Et c'est un moment où je me sens très seul. En mode genre, ça retombe, j'ai plus personne, je parle plus, machin et tout ça. Et c'est très agréable et à la fois un peu mélancolique et tout ça. Comment on vit une baisse d'euphorie d'un projet de 2 ans qui occupe toutes ses pensées? Non mais, ça y est, on l'a fait, il y a forcément ce défi-là, mais comment on vit ça? Et on en fait un autre. Peut-être que c'est... Non, il y a plusieurs niveaux, je pense. La baisse, alors, il se trouve qu'il y avait les vacances après. Donc, moi, j'ai eu un grand moment, enfin, pas mal de temps pour me... Après. Voilà, donc c'était début juillet pour le projet. On est un petit peu resté sur place en Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, pour visiter, pour se détendre. Donc ça avait été sympa. Et donc, cette période vacances après m'a permis de décompresser. C'était surtout comme ça, moi, que je l'ai vécu, parce que j'ai quand même été très stressé par le risque d'accident dans la montagne. Il y a d'ailleurs une chute. Il y a une chute on a cru un moment grave, et bon, ça s'est révélé pas si grave que ça, mais quand même très douloureux, parce que des côtes touchées, le coccyx, qui fait que la personne qui était notre cavalier expert, qui est tombé, ce qui est la preuve que la montagne, ça n'épargne vraiment personne, il a dû rebrousser chemin, lui, il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec nous. Il a posé l'armure et il est redescendu à pied. Le cheval a continué tout seul avec nous. Avec les bouts d'armure. Les bouts d'armure, c'était assez marrant à voir. Et du coup, il y avait ce stress-là. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant même le départ, la veille, il y a eu déjà des chutes. Or, quand tu chutes d'un cheval avec une armure, tu chutes lourdement. En montagne, il y a des pierres partout. On n'avait pas de casque parce que dans la lettre de François Ier, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'avaient pas de casque. Ils étaient tout en armure, sauf le casque. Le casque, il était à l'arçon. Donc, on avait dit, on va respecter ça, donc pas de casque. Ce qui fait que quand tu tombes
au milieu des pierres, sans casque, tu as un risque quand même de te cogner méchamment la tête. Et moi, j'ai eu peur vraiment du début à la fin qu'il y ait un accident de ce type-là. Ouais. Ou un accident au niveau des chevilles, qui pouvait être aussi très douloureux, et puis éventuellement handicapant. Constance s'est fait mal, le cheval lui a marché dessus, c'est ça, Constance? Celle qui était, la notre palefrenière, palefrenière, elle s'est tordue une cheville en traversant la rivière avec les chevaux. Ouais, donc c'était pas une promenade de santé, et puis donc il y a eu cet orage le lendemain qui nous a surpris. Ça, c'est dans le off. Ouais, c'est pas dans le bouquin, off, c'est pas dans le making-of qui n'est pas encore monté. C'est un petit peu dans le bouquin. Ah ouais, Ouais, j'en parle quand même un petit peu. Ok. Mais du coup, là, c'était aussi un grand moment de stress parce qu'on s'est dit, en armure, donc couvert de métal. Des hallebardes les reconstituteurs, ils avaient des pointées hallebardes. vers le tu vois. ciel. Alors, faut le dire, des hallebardes, en plus, en Ah termes oui. de poids et de répartition de poids, c'est vraiment pas incroyable du tout, parce que tout le poids est là-haut. C'est Donc, ça, oui, tout à donc fait. c'est ouais, vraiment ouais, pas c'est- agréable à tenir Ouais. du tout. Ouais. Et il y a un gainage à faire. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc la peur, c'était que quelqu'un se fasse foudroyer dans la montagne. Donc il y a eu Ah, vraiment c'était- ouais, un moment c'était vraiment, ouais. de stress très fort. Heureusement, on avait des On radios. avait des radios Grâce à vous, pour grâce les à équipes Megapixel. vidéo, en fait. Ce qui fait qu'on a pu, radios. on a pu se coordonner un petit peu. C'est-à-dire ceux qui étaient Ouais. devant, on leur a dit il faut absolument redescendre. On s'est regroupés dans une bergerie. Puis là, il y a eu une sorte de conseil de guerre. On a dit qu'est-ce qu'on fait. Ah ouais, non, mais Le c'est médecin vrai, hein. nous disait Conseil moi, de guerre. j'engage pas ma responsabilité avec la foudre, c'est trop dangereux. Ouais. La palefrenière nous disait les chevaux, moi, il faut que je les ramène aussi parce qu'il y avait la crainte aussi pour les animaux qui pouvaient se blesser. Ils forcément. n'avaient pas l'habitude de la montagne. Donc, Là, il y avait des averses, donc le terrain était complètement imbibé. coulé Ouais. de boue et puis éclair à vue d'œil en fait. Donc, nous, on avait l'impression que ça allait nous tomber dessus, quoi. Ouais, donc là, on a dit, on attend que ça passe, là, et puis Mm. après, on redescend. On prend pas le risque de se repayer un orage, de glisser sur le terrain tout mouillé, de faire tomber les Ouais. chevaux avec des cavaliers dessus qui pouvaient se faire écrabouiller Parce que par le c'était cheval. très raide, hein. Côté italien, donc en Oui, fait, c'est c'est le plus raide. lendemain. Mm. On Les a eu Italiens sont l'orage. très raides. C'est ça qu'elle est en train de dire. En fait, on a fait l'ascension, on a franchi le col, donc on a réussi l'expérience. De l'autre côté, côté italien, donc on avait prévu d'aller autour d'un petit refuge où on devait dormir Une dehors. bergerie, c'est pas un Une refuge, hein, c'est bergerie, voilà, une bergerie. On était allé voir les bergers un an et demi avant en essayant de dire il y a des, comment tu dis, espadas, enfin, en mais ils italien. étaient roumains de toute En manière, donc ils essayant de comprenaient dire, pas bien bah oui, l'italien, ni l'anglais, en ni le essayant de français, ni dire rien. qu'on allait arriver avec des chevaliers en armure et des chevaux dans un an. Voilà. Donc je sais pas s'ils ont compris, mais Ouais, c'était un petit peu Voilà, compliqué à c'était pas expliquer. évident. Hein. avec des épées, voilà. Et du coup, quand on est arrivé, en fait, c'était super. Et puis après, gros orage, quoi, de toute la nuit au matin. Et on est quand même parti parce que éclairci. Ils annonçaient que du beau. Hein. De toute façon, les météos, toutes les météos étaient nickel. Et en fait, on est parti 1 heure après, gros orage, encore pire. Et du coup, c'est là où on s'est réfugié dans une autre bergerie, mais heureusement qu'elle était là, quoi. Et du coup, pour revenir à ta question de la baisse d'euphorie, là, en fait, moi, j'ai C'était ça. vraiment respiré. J'étais soulagé quand tout le monde est rentré, les personnes et les animaux. Ouais. Donc, j'ai eu un moment après où j'ai décompressé, mais c'était plutôt une fatigue nerveuse que j'ai ressentie. Où j'étais fatigué, j'avais besoin de dormir. Voilà. et puis après, il y a eu le bouquin à faire. Donc ça a été, tu vois, ça s'est pas tout arrêté. T'as enchaîné, quoi. J'ai enchaîné, il a fallu se mettre sur le bouquin. Ça a pris beaucoup de temps puisqu'il est sorti qu'en novembre 2021. Donc tu vois, depuis 2019, le temps qu'on se coordonne, que les collègues écrivent, que moi-même j'écrive ma partie. Les Pour résultats. ça, le confinement, c'était pas mal. Parce que ça permettait d'avoir une sorte. Bon timing. Et ça m'a permis d'avancer. Et puis après, il y a toutes les difficultés liées à l'édition, se mettre vraiment en conformité avec ce que veut l'éditeur, c'est pas toujours évident. Rentrer dans le cadre, donc couper. On avait prévu tout un article sur le projet documentaire qu'on n'a pas pu mettre. On l'avait écrit, on a dû l'enlever. Hein. Marjolaine avait coécrit avec moi. Ouais. Et on a remplacé par un cahier rien qu'avec des images. Donc c'est ce qui m'a permis de quand même mettre le docu dans le bouquin. Ouais. Ok, donc même pas un petit moment de sentiment d'accomplissement. Je pense quand même à un moment donné, mais Si. t'as pas ce souvenir-là ou d'un vrai moment posé de... Oui, de là, il s'est passé ça, quoi. Quand on était à la bergerie à Capera. Quand on est arrivé le soir, là, c'était un moment de
pour le coup, là, c'était plutôt l'euphorie. C'est-à-dire, on était tellement contents d'être arrivés jusqu'à la bergerie, donc d'avoir fait ce qu'on voulait faire. Puis à la bergerie, Cameron nous avait réservé une petite surprise où il y avait du fromage, il y avait du vin. C'est Cameron que j'aurais dû inviter, en fait. Cameron, c'était notre prince, Cameron. Donc, il y avait du vin. Donc, ça a été un moment de partage génial. Et puis, on était en fait, c'est le moment où on a vraiment partagé avec tout le monde parce que finalement, pendant la marche, tu t'espaces très vite. Et on avait beau être, combien on était 30 50 en tout jusqu'au col. Après, on était un peu moins sans les militaires, on devait être une 25, mais bon, disons entre 30 et 50. Et en fait, le problème, t'as les militaires qui marchent beaucoup plus vite que tout le monde. Donc, qui fusent et qui se planquent derrière un buisson, en nous attendant pour nous escorter. T'as les chevaux, ils partent avec tout le monde, mais ils piaffent tellement, ils marchent à 6 km/h. Et toi, après, ils s'arrêtent parce qu'ils ont peur. Je sais pas combien on marche, mais on peut se charger et tout, avec les hallebards, les machins, enfin... plus l'équipe technique qui court partout. Donc en fait, on était éparpillés, enfin on s'est vite éparpillés, les chevaux devant à plusieurs, franchement, à un moment, pas à plusieurs kilomètres, à la mais fin, ils sont partis, ils étaient plusieurs kilomètres. Hein. Une fois qu'ils avaient passé les obstacles qui les arrêtaient, après ils ont pris de la... Et du coup, derrière les hommes à pied, donc en fait, il y a une distance, pour couvrir tout le monde, ça s'éparpille dans toute la montagne. Mais là, ça c'était la difficulté de ceux qui filmaient. Parce que nous, on portait des armures, mais tu sais ce que c'est? Eux, ils portaient leur caméra, leur matériel, le drone, etc. Et ils couraient, on les voyait pour nous dépasser, pour essayer d'avoir la bonne prise de vue. Ils avaient fait l'itinéraire en reconnaissance un petit peu avant, tu vois déjà. Et donc, ils étaient à la peine aussi, hein, franchement. Et en termes de captation, tu as travaillé comment? Tu as travaillé, du coup, tu t'es dit, on va prendre ceux qui vont suivre les chevaux, ceux qui vont suivre les chevaliers à pied et ceux qui vont suivre le cortège derrière. Alors, on avait... Enfin, oui, je crois. On avait essayé de s'organiser, on était 6, si je ne me trompe pas, dont un pilote de drone qui était vraiment que au drone. Donc, on avait repéré, on va dire, des points. Après, ce qui était vraiment génial, c'était la radio, en fait. Oui. Mais évidemment, tous les cadreurs ont dû tout le temps s'arrêter, filmer, courir, remonter, que ce soit ou le groupe d'hommes à pied ou le groupe de chevaux ou canaliser même les chevaux, en fait, pour leur dire attendez 2 secondes parce qu'il faut vous rapprocher. Après, en fait, vu qu'on voulait pas perturber l'expérience, on a essayé d'intervenir un minimum. On n'a pas refait de scène. Donc les scènes de nature, on les a faites quelques jours avant parce qu'on n'aurait jamais eu le temps de les faire. Même le plan de la cascade, impossible de trouver le temps pendant le tournage. On a fait partie de l'expérience, si tu veux. On était suffisamment pour être à la fois, pour avoir à la fois plusieurs points de vue, couvrir tous les groupes de personnes, des chevaux aux hommes à pied, en passant par les mules. Il y avait 2 mules, elles étaient à la traîne derrière parce qu'elles s'arrêtaient, bref. Donc pour couvrir tout ça. Donc on s'est plus ou moins répartis. Après, c'est vrai que c'était un réel effort pour nous aussi. Et puis évidemment, on n'avait pas une connaissance du terrain. T'as beau faire un repérage. Oui, à un moment donné. Moi, j'ai essayé de prendre des photos, de noter alors l'arête, à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai dit à mon collègue en radio, vas-y, c'est bon, tu te mets à l'arête et tout, parce qu'on voulait à tout prix. En fait, il y avait quelques plans qu'on voulait à tout prix. C'était quand les chevaux dépassent du col, dépassent juste avant le col. Vraiment avoir cette sensation d'arriver au sommet. Et en fait, quand j'ai mon collègue qui me dit je suis en place, et en fait je le vois pas, je dis non, t'es pas à la bonne arête. Et il était séché, quoi, c'était poussin. Il était pas au bon col. Il me dit mais merde, je lui dis non, là c'est au moins, je sais pas, 400 mètres plus loin, quoi. Et il était séché, quoi. Et du coup c'était vachement physique. On a essayé de se répartir, en amont, un avec les chevaux, un au milieu, et puis mais ça, c'est ce qui leur a permis justement de saisir quand même des moments incroyables. C'est la chute, par exemple, de Michael Sade, tu vois, quand il en slow motion en plus. Voilà, le professionnel qui son cheval, le pauvre, il a été effrayé et il l'a déséquilibré. Donc alors qu'il avait vraiment il a vraiment l'habitude, tu vois, de l'équitation et d'être en armure sur un cheval. Mais là, il a pas pu contrôler son cheval. Non.
C'est cassé, son étrier s'est cassé. Bah, quand tu regardes, oui, non, il s'est ouvert, c'est une sécurité. Donc tu as le cheval qui se cabre, lui il est déséquilibré, il pèse trop sur son étrier, qui s'ouvre parce qu'il y a une sécurité pour pas que il soit traîné par le cheval au cas où il resterait accroché. Donc il s'ouvre et lui il tombe très 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 lourdement et il se prend une pierre, tu vois, sur le côté. Ah non, elle fait mal. Hein. On sent la gravité. On sent la gravité. Tu l'as vu dans le. Enfin, on spoil un peu du coup, mais là, tu l'as vu dans le docu quand il tombe. Enfin, nous on voyait sur la tête des gens pendant les projections. Tu sens que là ça va faire mal, quoi. Donc Et ça, du coup, c'est parce qu'il y avait un caméraman qui était dans le ruisseau, tu vois, qui attendait pour filmer les passages. Donc là, le cavalier est tombé et le caméraman fait bien joué mon grand, tu l'as eu. Et en fait, alors contre toute attente, il se trouve que c'est Jonathan qui l'a eu, qui était le pilote de drone. Donc il n'avait pas de caméra. Enfin, il avait sa petite caméra avec laquelle il a pris des photos de sa propre initiative. Et ce qui était génial parce qu'en fait, on n'avait même pas on n'avait pas mis de personne sur la photo de making of. Et il l'a fait. Et en fait, à ce moment-là, il a déclenché. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à lui qu'on a cette image. Parce que tous les autres, pour le coup, étaient devant, derrière. Enfin, moi, quand je suis arrivée, il a été déjà tombé. J'étais à la fin avec Mathias. Ouais, pareil, j'ai entendu crier. Donc, en fait, c'était le cri. Nous, on était dehors, on était derrière. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait une inertie quand même. Mais ouais, heureusement, on a eu cette scène. Enfin, c'était même pas fait exprès, je pense. Non, mais on nous a demandé. Ouais, qui ont demandé si c'était scénarisé. Tu vois. Ah ouais. Il y a une dame. Non, ça se voit qu'il passe un mauvais moment quand même, le monsieur. Il y a une dame en sortant de la salle de cinéma, elle m'avait dit et la chute, vous l'avez fait combien de fois? Ah ouais. Oui. Les gens sont tellement habitués à voir des docu-fictions qu'ils pensent que forcément c'est fou parce que c'est vraiment pas ce que respire votre documentaire, quoi. Ça se voit que c'est des gens qui sont passionnés par le truc. C'était une vieille dame en plus, enfin je veux dire c'était pas un jeune qui était accro à la fiction, c'était voilà, mais je sais pas, après ce qu'elle s'est dit, c'est trop beau pour le storytelling d'en avoir un qui tombe, donc du coup je pense que si on avait voulu l'avoir, il lui manquait ces 200 eu, chevaux qui tombent du ravin à elle, à cette dame là, il lui manquait ça. Un peu de sang, allez hop. C'est sûr qu'on a eu des événements qui n'étaient pas prévus, mais qui ont fait que dans le film, en tout cas, il y a plusieurs trucs qui se passent. Ouais. Il y a des rebondissements, si on peut dire. Ouais. Mais c'est le jeu aussi quand on fait un docu-expérience aussi dans ce modèle-là. Quoi. On sait très bien que c'est au même titre que quand on fait des prestats un peu plus... je pense aux prestats qu'on a tous fait quand on fait de la vidéo, qui sont les prestats de mariage, on sait pas ce qui va se passer dans un mariage et on va avoir des trucs qui sont fous et des trucs qui sont horribles alors qu'on s'attendait que c'était tout scripté et c'est nul. Dans une moindre mesure. Mais voilà. Il y a presque une petite frustration dans le documentaire, mais parce qu'on sait très bien que c'est le budget et que c'est pas possible, mais le docu mériterait presque en fait, que ce soit une série de docus dans non, mais le moment où on a le spécialiste des souliers. Moi, je veux passer 2 heures avec ce monsieur. Je veux boire un thé avec lui. C'est vrai, ils sont tous passionnants. Ils sont incroyables, ces gens-là. Julio, qui a fait les armures, qui habite à Foix, vers Carcassonne. Bon, on est allé le voir plusieurs fois, on a suivi, il est même monté à Pinceau, donc dans la région, pour finir les armures à la forge de Pinceau, enfin, pour un événement de médiation. C'était une animation. Au musée de Pinceau. Les journées de la culture. C'était musée en fête ou un truc comme ça. Donc une manifestation locale, enfin sympa, quoi. Et du coup, c'est des gens, mais ils sont capables de te parler pendant des heures de ce qu'ils font, quoi. Et c'est incroyable. Enfin, ils t'expliquent qu'on passe d'une tôle plate à ça. Sans soudure, sans rien. Enfin, en fait, c'est plein d'artisanat, de passionnés. Et les chaussures, pareil. Donc, c'est Jean-Baptiste Ferret. Et lui, il a fait des chaussures. Normand, je crois. Les chaussures attention, Marjo. On va devoir remettre l'armure parce qu'on va se faire. Lui, donc, ce sont des chaussures qui sont entièrement en cuir. Les semelles sont en cuir. On voulait pas de caoutchouc, de plastique, parce qu'à un moment, on s'est dit, mais on va glisser dans la montagne, ça va être dangereux. Est-ce qu'on met du caoutchouc dessous? Il y a eu un petit débat, puis finalement, on dit non, on met tout cuir comme c'était à l'époque. On fait pas de concessions à ce niveau-là. C'est trop important. On est sur la marche. On va donc avoir des chaussures tout en cuir pour respecter un petit peu les contraintes de l'époque. Et si on glisse, on glissera. Du coup. Ouais, on en a déjà parlé au début, mais c'est vrai que les différents acteurs qui sont présents déjà pendant la marche, comme vous parliez des Bavarois qui sont venus, c'est eux qui vous ont contacté, par exemple, les Bavarois, directement? Non, les Bavarois, c'est grâce à mon collègue de Tours, Pascal Briouat,
qui les avait déjà embauchés pour une expérimentation qu'il a faite autour de la commémoration de la bataille de Marignan, lui, avec un programme monté par Léonard de Vinci, parce que c'est un spécialiste de Léonard de Vinci. Et je lui avais dit, mais ils viennent d'où tous ces reconstituteurs? Il m'avait dit, ah mais c'est des Bavarois, ils sont vraiment super. Il a même fait un stage avec eux. Carrément pendant plusieurs jours, et il m'a dit vraiment si tu veux des troupes fidèles à ce que ça pouvait être à l'époque, tu leur demandes de venir. Enfin bon, il y a contre-rémunération évidemment, alors, mais c'est une prestation. Venus, de Bavière quoi. Ils sont venus de Bavière. Bus, quoi. Donc du coup pour vos anniversaires, si vous voulez des Bavarois chevaliers, vous pouvez. C'est possible. Ah ouais, c'était des bons vivants. Mais oui, du coup, ils se lavaient dans la rivière. Enfin, je veux dire, ils vivaient comme à l'époque, pendant le temps de la manifestation. C'était le jeu, quoi. De la reconstitution jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils se prennent au jeu. À part les bières. À part les bières, ça, là, ils ont triché. Pas réussi à se passer de bière. Mais bon, peu importe. Mais c'est un déterminisme culturel chez eux, là. C'est ancré, hein. Et du coup, c'était marrant parce que moi, je me retrouvais à recruter des mercenaires allemands comme François Ier. Oui, du coup. C'était assez marrant. J'imagine dans la rue une embrouille. Non, mais moi j'ai mes Bavarois en fait. Tu vas te calmer très vite. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu parlais des vivres. Donc il y a des gens qui ont géré les vivres. Comment on gère les vivres? Je pense bien que c'est pas du pain de mie et du saucisson que vous avez pris. Vous avez essayé de faire une gestion. C'est pas non, mais dans le sens, c'est pas celui de Super U. Voilà. Non. On est allé voir des producteurs locaux là, de l'Ubaye pour acheter effectivement du pain. Parce que la base de ces rations, de ce ravitaillement qu'ils avaient à l'époque, c'était vraiment pain, viande séchée, fromage, et puis vin, normalement, dans les gourdes, ou eau en montagne quand il n'y avait pas de vin. Et on a cherché donc à retrouver ça. Donc on est allé voir des boulangers du coin, des producteurs de viande séchée, de copa, de fromage, c'était de la tome de chèvre qu'on avait pris, et puis des pommes. Voilà, et du coup, il y avait quand même un petit peu de fruits. Ouais, je comprends. Il y avait une recherche de reconstitution aussi dans le repas, sans être juste l'esthétisme du repas. Je parle. La chèvre, c'était vraiment le truc facile à avoir à cette époque-là. Oui, c'est-à-dire qu'il nous fallait quand même un fromage qui soit un petit peu dur parce que sinon ça allait s'écraser dans les besaces et puis ça aurait pas tenu la route. Donc il fallait qu'on trouve une tome un petit peu quand même adaptée, un truc qui se garde, ouais. Et ça, on le sait parce que dans les sources, on a des informations dans les archives où ils nous disent qu'on fait des stocks pour les étapes auxquelles s'arrêtaient les soldats, où on leur met justement du pain, pour leur donner du pain, beaucoup de pain, au moins 1 kilo par jour, la viande séchée parce que ça se conserve, du fromage parce qu'on est en montagne et puis qu'on sait faire du fromage, et puis le vin, alors par des litres et litres de vin léger coupé avec de l'eau, qui était toujours mieux que l'eau pure, parce que l'eau pure, elle n'était pas si pure que ça, finalement, parce que les conditions sanitaires étaient telles qu'on attrapait... Enfin, toute une armée pouvait être hors de combat à cause de la dysenterie et des conditions sanitaires. Donc avec le vin, c'était plus sûr. Et puis Vous avez compris, le vin, c'est plus sûr que l'eau. C'était 3 litres de vin à peu près, donc c'était énorme. Hein. Sachant que le vin n'était pas du tout le même qu'on boit maintenant. Pas le même. C'est un cousinage avec l'hypocrase ou pas du tout? À boire avec modération. Ouais, forcément, bien sûr. Mais c'est quoi en termes... Non, là, c'était pas du vin épicé c'est pas du tout, qu'on pouvait boire à table, à la cour ou dans une auberge, je sais pas où. Non, là, c'était vraiment du vin de marche. Donc, d'accord, il y a une définition du vin de marche. Quand je dis vin léger, c'est-à-dire un vin qui était bon marché, on dirait. D'accord. Voilà. Bon, villageoise, quoi. Une villageoise. Ce genre-là. On n'en a pas gardé, en tout cas. Il n'y a pas de millésime de ce genre de vin, c'est sûr. Ok, je comprends. Et puis, il y avait toute la nourriture des chevaux, donc aussi. Donc, il fallait prévoir avoine, foin, pour que les bêtes restent en bonne condition, qu'elles soient bien traitées. Et qui c'est qui porte tout ça, du coup? Alors ça, c'était stocké dans des magasins d'étapes où on concentrait les vivres et on savait que les soldats devaient s'y arrêter. C'était prévu, on avait prévu un itinéraire, prévu les étapes. Comme ça, on pouvait nourrir les soldats. Et le problème qui s'est posé en 1515, c'est quand on est arrivé dans vraiment la montagne, il n'y avait plus de ville, donc il n'y avait plus de moyens de stocker les vivres. C'est pour ça qu'on leur a dit, vous prenez sur vous pour 3 jours de vivres
et vous vous débrouillez. Donc chacun portait en fait. Ça Oui, c'est chacun pour ça que tu portait. racontais que tu avais ta besace et tout ça. Voilà. Et pour les animaux, du coup, il y Voilà. avait une charrette derrière. Eh bah ben, non. les animaux, ils avaient rien, donc ils devaient brouter comme ils D'accord. pouvaient. Là, c'était en autonomie totale pour les animaux. Ok. Ouais. Tu penses pas que les mules, que les trucs, Non, ça non, pouvait. non, 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 là, ils avaient pas de quoi porter du foin. Ils avaient déjà toutes leurs armes, les munitions qui Le devaient... canon. Les canons, des petits canons légers qu'on pouvait transporter dans la montagne sans les démonter. Ouais, un Donc, kit main libre, quoi. un kit main, Celui-là ouais. celui-là même. Ouais. Ok. Mais il y a aussi ce rapport-là avec les scientifiques, du coup, on en a peu parlé. Comment vous avez rencontré ces gens Est-ce que c'est eux, encore une fois, qui sont venus vous chercher Est-ce que c'est toi, du réseau personnel, qui Les a amené ce scientifiques truc-là Ouais, les scientifiques pour toutes Oui, ces non, c'est moi analyses. qui suis allé les chercher. C'est-à-dire que je me suis un peu informé pour savoir qui pouvait m'apporter des éléments sur la biomécanique, des informations que moi je ne pouvais pas produire en tant qu'historien, mais dont j'avais besoin pour comprendre le fonctionnement d'une armure et ses contraintes. Et du coup, eh bien, on m'a donné les noms de certains collègues. Une collègue, Véronique Régnier, qui me dit tu devrais travailler avec les biomécaniciens, Frank Ken, Violaine Kaoué, qui sont super. Donc je suis allé les voir. Et puis eux étaient des spécialistes de la main. Ils travaillent beaucoup avec les sportifs ou avec des pathologies Ok. et sur la main. Et je leur ai apporté, quand je suis allé les voir, je suis venu avec un gantelet comme ça, sans savoir qu'ils travaillaient sur la main. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est des armures. Alors j'étais un petit peu prudent parce que je me disais, ça se trouve, ils vont rigoler en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce charlot qui vient nous parler d'armure? Et puis en fait, quand ils ont vu le gantelet, ils se sont dit, mais c'est génial. Les articulations, comme c'est reproduit, le respect de l'anatomie et la souplesse, finalement. Curieusement, le métal, on arrive à... Alors, je ne sais pas s'ils voient, c'est ce genre de choses. Donc, à l'intérieur, il y a un gant de cuir. À l'extérieur, ce sont des lamelles de métal qui permettent vraiment de faire tous les mouvements. Tenir une épée, tenir la bride d'un cheval, sans problème. Et donc, ils ont été fascinés par ça. Ils se sont dit, mais c'est génial, nous, on n'a jamais fait des trucs pareils. On y va à fond. On a les personnes. Alors, du coup, tu vois, de fil en aiguille, ils m'ont dit, on va travailler aussi avec les physiologistes avec lesquels on travaille pour l'organisme, voir comment il encaisse l'effort. Les informaticiens qui vont pouvoir nous faire de la modélisation, des mesures hyper pointues pour repérer toutes les contraintes du corps. Et comme ça, tu vois, de fil en aiguille, on a fait vraiment de la pluridisciplinarité. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien que... Non mais en fait c'est toujours le truc aussi... C'est passionnant de rencontrer des gens passionnés. Et en fait il y a cet échange-là qui se fait. J'imagine bien quelqu'un qui... J'ai un ami qui dessine beaucoup. Et les mains, c'est le pire truc à dessiner. On lui montre ça, il devient fou aussi en mode genre, c'est trop bien pour dessiner et pour faire les trucs et tout ça. Ouais. Et donc de rencontrer des scientifiques qui doivent devenir fous sur un gantelet en mode... c'est marrant de voir ça et de dire bah oui, forcément. On lui fait tourner son, son casque. Ce qui est marrant, c'est que c'est un objet, là, c'est restitué, reconstitué, mais c'est donc du XVIe siècle. Ouais. Et tu te dis, c'est une technologie complètement ancienne et dépassée. Mais après ça, on a fait les moufles. C'est-à-dire que, quand même, d'un point de vue marketing, il y a eu ça. Il y avait même et après, il y a eu les moufles en fer. Ouais. Des moufles en fer. Ouais. On cherchait à améliorer au maximum la protection de la main, parce que c'est quand même un endroit qui est extrêmement vulnérable. Quand tu te bats, c'est vraiment la partie qui est la plus exposée. Donc tu te fais facilement couper un doigt ou toute une main pendant un combat quand tu te bats avec des armes tranchantes. Donc il fallait vraiment protéger du mieux possible. Donc ça a évolué. Il y avait parfois les doigts, pas tous les doigts qui étaient libres comme ça. Il y a eu des sortes de mitons, ce qu'on appelle des mitons, qui couvraient un peu plus au niveau des doigts. Et voilà, donc une technologie du XVIe siècle, mais qui fascine encore aujourd'hui des scientifiques, tu vois, de 2022. Et en même temps, c'est même pas si dépassé que ça, parce qu'aujourd'hui, on parle d'exosquelette. Ouais. Donc, et une armure, c'est un exosquelette, quoi, ni plus ni moins. Et donc, tu vois, il y a des rencontres de technologie assez étonnantes comme ça. Très bien. Et toi, en tant que chercheur, c'est quoi ta spécialité? Parce que du coup, on en a pas parlé. On a parlé peu, en fait, au final, de ce qui s'est passé en 1515. En fait, si tu peux nous faire peut-être un résumé et même peut-être nous dire pourquoi, en tant que chercheur, c'est ce truc-là. Est-ce que c'est la localité? Enfin, l'aspect local qui t'a amené à ce truc-là? Ou toi, personnellement, tu nous as dit déjà que tu étais chercheur en montagne et que tu étais spécialisé à tous ces trucs-là. Bon, voilà. Est-ce que moi, je me suis toujours intéressé aux sociétés en guerre. Donc, c'est du passé.
Donc j'ai fait ma thèse déjà sur la période des guerres de religion. D'accord. Et donc j'ai continué à travailler différents aspects de ces guerres, la médiation pendant les guerres, l'utilisation du franco-provençal, le patois, le D'accord. dialecte si tu veux, pendant un usage politique de ces dialectes pendant les guerres de religion. J'ai étudié aussi un petit peu les correspondances diplomatiques, les responsabilités administratives, les fonctions de grands guerriers de l'époque, alors de Bayard à Lesdiguières, D'accord. au duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier. Donc je me suis un petit peu baladé, moi, dans cette époque des guerres, traversées par beaucoup de guerres, pour essayer de comprendre en fait pourquoi ces gens se battaient et comment ils se battaient, avec leur esprit, avec leur corps, avec leurs rêves, avec leurs souffrances, le sang, la sueur, tout ça, ça nous aide à comprendre ce qu'est l'humanité, ce qu'est voilà, ces hommes, ces femmes aussi, qui étaient plongés dans ces périodes de troubles. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivé, tu vois, cette lettre, c'est le côté humain qui m'intéresse aussi, Ouais, bien c'est-à-dire sûr. des hommes. L'échange. Les chevaliers dans la montagne, c'est d'abord des hommes dans la montagne, et avec ces contraintes incroyables qui s'étaient imposées. Et puis derrière les hommes, bah aussi des femmes, parce que ces armées, elles étaient composées de beaucoup de civils. C'est pour ça ce n'est pas exclusivement masculin cette aventure. Non, Il y a c'est aussi vrai. des femmes qui sont là, parce que la logistique, le ravitaillement, il y avait les besaces que portaient les hommes, mais il y avait aussi des sacs à dos, souvent en osier, qui étaient remplis de vivres, éventuellement d'ustensiles de cuisine, et puis de vêtements, éventuellement d'armes ou d'équipements, des morceaux d'équipement, portés par les femmes, qui étaient les femmes des mercenaires, qui accompagnaient leur mari et qui se déplaçaient avec lui au fil des campagnes. Donc, curieusement, les femmes étaient déjà présentes dans les armées de Ouais. l'époque. Ok. Putain, c'est fou. Ça donne envie d'aller plus loin, je trouve. Voilà. N'hésitez toujours pas, le chat, si vous avez des questions. Voilà, on sait comment on peut faire caca, mais il y a d'autres questions peut-être qu'on peut avoir. Possible. Voilà. Vous l'avez un peu teasé tout à l'heure. Il y a une volonté de faire autre chose. Il y a un autre projet qui est en cours. Est-ce que vous pouvez en parler? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que c'est? Mais oui, avec plaisir. Alors, le Marshall, si je résume, c'était la traversée, les mobilités armées, franchissement. Et là, le nouveau projet, c'est la verticalité. C'est-à-dire que c'est un projet qui est lié à une date bien précise, 1492, l'ascension du Mont Aiguille, donc ici en Dauphiné, en Isère. La première vraiment, on va dire la première ascension officielle, homologuée et sourcée avec des documents, D'accord. qui du coup est devenue un petit peu la naissance officielle de l'alpinisme. D'accord. Daté de 1492. Parce qu'à ce moment-là, il y a un capitaine du roi Charles VIII qui, à la demande du roi, prend la montagne, prend le Mont Aiguille, qui est un sommet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelque chose qui est très très vertical et comme une sorte d'îlot minéral qui se détache du massif du Vercors. Okay. Si on peut avoir un lien vers une image, un Google Image du Mont Aiguille, comme ça vous pouvez avoir c'est ça serait pas impressionnant. mal. le truc. Ouais. À tel point qu'il était réputé inaccessible. C'était son surnom, le mont inaccessible. Et le roi de France, quelque part, voulait repousser un petit peu les limites. Jeudi 14h, il s'est dit j'envoie mon capitaine là-bas. Voilà, j'envoie un capitaine. Je prends une montagne. Au même moment, le roi d'Espagne, il envoie Christophe Colomb. Oui, il y a d'autres aventures qui se passent. Voilà, d'autres découvertes. Là, c'est une découverte à la verticale. Donc, il envoie son capitaine, et son capitaine, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il escalade la montagne, mais au sens militaire de l'époque, et pas le sens sportif d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va prendre des échelles pour escalader. On escalade avec des échelles. Comme une forteresse, tu vois. Comme une forteresse. Comme quand tu prends des remparts. Voilà, d'accord. Un château fort avec des échelles. Oui, malin. Je sais pas. j'ai ok. Mais il est arrivé en tout cas. Donc à l'échelle. Avec plein d'échelles. Sur toute la hauteur du mont. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Parce que quand tu vas voir... Enfin, tu connais la montagne ou pas? Non, moi quand tu vas voir la tête de la montagne et la hauteur, et ben. Je vais faire si t'imagines des échelles, déjà combien ça en ferait en hauteur? J'en sais rien, mais. Des centaines. Des centaines, voilà. Donc c'est juste dingue, quoi. Mont Aiguille. Je suis désolé, du coup. Ouais, non, mais vas-y. Regarde, Ah, mais oui, dis donc. Ouais. mais monsieur. Ah, il y a un.
Ah non, c'est le pilier sud. Je croyais qu'il y avait une répartition des échelles qui montrait le nombre d'échelles. Non, pas du tout. Oui, d'accord, effectivement. C'est plutôt, Voilà. C'est plutôt vertical. Hein. Plutôt comme ça. Ouais. Donc là, l'idée c'est comme pour Marshall, partir du document de 1492 et essayer d'éclairer les parties qui restent un petit peu dans l'obscurité, à savoir ces échelles, qu'est-ce que c'était qu'une échelle à la fin du XVe siècle, comment on les utilisait exactement. Donc, on reconstitue des échelles, là, grâce à des charpentiers. Entreprise Durand, de chez Chiliad. Du pied du Montéguy. Du pied du Montéguy, voilà. Entreprise locale. Ils travaillent avec le Montéguy en point de mire. Et donc là, ils ont déjà fabriqué 2 échelles, plus une autre portion. Plus que 684. Non. L'idée, c'est pas toutes les fabriquer. Ouais. L'idée, c'est de travailler sur une portion seulement du Montéguy. C'est-à-dire, si on arrive à placer 3-4 échelles, ça sera déjà bien. Ça nous donnera une idée des difficultés, des contraintes qu'on pouvait avoir en plaçant comme ça plusieurs échelles à différents niveaux d'une montagne assez raide comme ça. Donc ça, c'est l'idée. Et donc on est lancé. Et puis avec mes collègues biomécaniciens, puisqu'on garde la même équipe, puisque ça a bien marché. Donc eux fabriquent un prototype d'échelle expérimentale avec des capteurs. Et ils vont mesurer les forces, les appuis. Eux, ça les intéresse parce qu'ils travaillent aussi sur l'escalade sportive pour les Jeux Olympiques. Pardon. Et du coup, là, l'idée, c'est de voir comment on s'y prend quand on grimpe sans armure, avec une échelle, les contraintes que ça représente, et on va travailler tout ça ensemble. Ok, il y a des questions, oui, bien sûr qu'il y a des questions. Question de Margot. Bonne question, ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'ils montaient les échelles par les échelles? Voilà. Pardon. Oui, tout à fait. À un moment, on place des échelles. C'est une sorte des échafaudages, plus que des échelles mises bout à bout comme ça. Donc, il devait certainement y avoir aussi des plateformes. On stockait du matériel. Et puis, quand on voulait avancer, on reprenait les échelles, effectivement. On les faisait plus ou moins sur mesure, sur place. Et hop. Je veux un film Netflix sur ça, moi. Hein. Non, mais vous êtes en train de le faire. Non, mais vous êtes en train de le faire, c'est incroyable. Il y a un documentaire qui est tourné. Il y a un petit. Hein. Il y a le documentaire de Ludovic Welz. Voilà, c'est un réalisateur parisien qui est passionné par le Montéguy et par le Trièves, donc la région autour du Montéguy, et qui en ce moment est en train de faire un documentaire qui va englober cette expérimentation scientifique. D'accord, donc toi tu n'es plus dans le... En fait, moi je suis cadreuse. Si. D'accord. Je bosse pour Ludovic. Ok, très bien. Donc j'intègre le projet, pas en tant que réal, mais en tant qu'équipe technique. Okay. Ce qui est super chouette. Parce que du coup, on a fait déjà une ascension, alors pas jusqu'au sommet, mais ensemble. Ouais. J'ai pu constater l'échelle. En escalade sportive, du coup, pas en... Non, Si, on a fait... Alors moi, je suis monté une fois en escalade sportive pour repérer un peu l'itinéraire, quand même, voir comment c'est. Et puis avec Marjolaine, on a porté des échelles. Donc on est parti d'en bas de Sicilia. Moi, j'ai porté la caméra. Hein. Marjolaine a la caméra avec Loris, qui était là, Loris Poussin, qui était avec nous. Et nous, on était 3 à porter chacun un tronçon d'échelle, donc en bois. Mais ce qui est déjà, en fait, le problème avec les gars, c'est qu'ils sont infatigables. C'est ça le problème, c'est toujours plus avec eux. Du coup... Mais ce qui est génial en plus, c'est que celui qui accompagne aussi, c'était le charpentier lui-même en fait, qui est monté jusqu'en haut aussi Mathieu avec Durand, nous. Mathieu est monté son... Puis on était avec super motivé quoi. Bernard Angelin, qui est un type incroyable, qui est le recordman du Montéguy. Une icône du Montéguy. Il l'a fait presque 2000 fois. Ouais. C'est incroyable. Et il la monte en 1h20. Enfin, il la monte et il la descend en 1h20. C'est incroyable. Enfin, dans ses jeunes années, il dirait. Dans ses jeunes années, il faisait ça. C'est assez incroyable. Donc, de travailler avec des gens comme ça, c'est des rencontres. C'est juste merveilleux. Ok. Et du coup, l'objectif, c'est pas de faire toutes les échelles et d'aller jusqu'en haut. Non, juste une portion pour avoir suffisamment d'informations sur la difficulté. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au sommet, parce qu'après, quelque part, la difficulté, elle se reproduit. On va retrouver les mêmes contraintes. Donc, il y a ça. Et puis, il y a quand même un travail qui est fait par Ludovic de photogrammétrie. Donc, avec un drone, ils ont pu prendre le Montéguy, qui est reconstitué en 3D. Et grâce à ça, grâce à ces images 3D, on va pouvoir, avec nos petites échelles qu'on aura posées sur notre portion, reproduire sur la modélisation, voilà, et reproduire toute l'ascension. Okay. Et vous savez exactement quelle portion du Montéguy ils ont pris? Non.
Non, Donc, ça il va c'est falloir étudier ça aussi. ça, il y a aucune trace, donc on sait pas. Et le Montégu, il y a eu des éboulements, donc là, il s'est un Ça a petit peu, changé, Ouais, c'est un petit la peu changé. topographie a changé. La topographie a changé, donc on sait pas. Mais là, l'idée, c'est pas de trouver à tout prix l'endroit par lequel il est passé, c'est de voir avec l'équipement qui était celui de l'époque, quelles contraintes il pourrait rencontrer. Voilà, si aujourd'hui il plaçait ses échelles sur le Montéguy, donc d'aujourd'hui. C'est comment te dire ça, mais Je suis en train d'imaginer le capitaine qui fait mais moi là-bas je fais de la guerre et là je dois faire des échelles et monter sur mon truc. Genre, je suis en mode, bah oui, c'est ça. fou. Non, mais C'est-à-dire, oui. avec des échelles en bois, tu rencontres les mêmes contraintes que celles qui étaient les siennes en 1492. Voilà, tu te retrouves face à une paroi minérale avec des échelles en bois et tu dis, bah, il faut que je grimpe là-haut. Mais Comment je après, fais au niveau Merci, mon roi. fiction, tu sais, il y a un petit film, si ceux que ça intéresse, si vous tapez Antoine Deville, Ascension du Montéguy, il y a un petit film de 5 minutes, non Ouais, il y a un petit film qui a été où fait. ils ont reproduit avec des costumes, machin, la petite équipe d'Antoine Deville, dont un moine, un notaire, qui ont fait l'ascension. Oui, parce que pour gravir une échelle, enfin une montagne avec des échelles, faut un moine. Voilà. On a besoin d'un moine, je comprends très vite pourquoi. C'est pour la messe en haut, c'est ça. Voilà. À l'époque, c'est ça. voilà, ils ont fait une messe pour. Ah, le moine est monté. Pour Ouais. célébrer Ouais. Le l'ascension. moine est plus sportif que moi. J'ai un a priori sur les moines C'est du un Moyen challenge, Âge. Il faut que tu montes au sommet du Montéguy. Hein. Je suis pas fan d'escalade, je l'avoue. J'ai Escalade peur vertige. un peu du vide. J'ai la non-confiance des outils papes, la peur du vide. J'ai pas confiance aux mousquetons là. C'est tout petit. Ah oui. Comment on peut avoir confiance sur un T'aurais mousqueton? plus confiance dans des échelles. Ah non, mais non, pas du tout. C'est bien pour ça que ça me fait rire. C'est Parce que ouais, le mousqueton, au moins, quelque part, t'es accroché et l'échelle, bah, elle part en arrière. Ah oui, non, tu c'est pars perdu, avec, hein, quoi, ça ouais. je suis d'accord. Mais Mais en on tout sera cas. assuré quand même, on va pas ouais. faire ça. Mais oui, en du tout- coup, là, alors, c'est- c'était Ouais. ma question qui suivait. Ouais, on serait- Là, il y a vraiment une vraie question de sécurité, Ouais, je suppose, là-dessus. Ouais. Ok. Ouais, non, il s'agit pas de prendre des risques à considérer. Donc, Ouais. on essaye de retrouver les conditions de l'époque, mais en ayant les mesures de sécurité qui s'imposent pour que tout le monde revienne sain et sauf à la fin, ça c'est sûr. Et toi, tu vas monter, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Mm. Bien sûr. Bah oui. Bah, Il faut. le principe c'est ça, Le c'est que devoir historique. j'expérimente moi pour comprendre. Je comprends. Je comprends aussi qu'il faille faire ça. Ok, mais c'est incroyable. Et du coup, là, vous en êtes où, du coup vous êtes déjà dans le fait de faire les échelles. Vous avez déjà planifié une date d'exécution et tout ça Pas encore parce que ça sera probablement en juin. Il faut attendre que les conditions climatiques, tu vois, soient même bonnes, qu'il n'y ait plus de neige, qu'on puisse faire ça dans de bonnes conditions. Donc ça sera probablement en juin pour cette ascension. Et puis il y a un autre point qui est important, c'est que comme pour Marshall, il y a une dimension d'histoire publique, d'histoire ouverte. Et là, les 25 et 26 juin 2022, donc de cette année, il y aura une grande fête qui aura lieu à Chichiliane, donc dans une commune qui est au pied du Montéguy, D'accord. pour célébrer un petit peu le 530e anniversaire de l'Ascension et célébrer la montagne, le Montéguy. Donc il va y avoir des reconstituteurs qui vont venir, qui vont faire des concours de tir à l'arc, la compagnie de Bram Farine. Les États du Velay qui étaient déjà avec nous à Marshall vont revenir, parce que c'est l'époque qu'ils aiment bien travailler, là, fin 15e, début 16e. Il va y avoir les troupes de montagne avec le musée des troupes de montagne de Grenoble qui va exposer sur place, sur l'alpinisme militaire. Moi, je vais faire mon expo de médiation scientifique en présentant des petits bouts de film, les échelles, les armures conservées pour Forcément. Marshall, tu vois, toutes ces choses-là pour expliquer aux gens. Petites conférences, des choses comme ça aussi pour que les gens qui veulent aller plus loin comprennent. Il va y avoir une chorale, Cantigas, qui va interpréter des chants de l'époque. Et puis, en plus de ça, il va y avoir un petit marché de producteurs locaux, d'artisans locaux qui pourront exposer. Donc, l'idée, c'est on parle d'un événement historique, on le célèbre et on aide à le comprendre, la société de l'époque. Et puis, on met en route, en quelque sorte, enfin, on met en route, c'est pas ça, mais on s'appuie sur un territoire, sur les synergies d'un territoire pour nourrir l'événement. C'est pour ça qu'il y a les producteurs, qu'il y a les artisans qui seront là aussi. Mais c'est déjà un peu ce que vous aviez fait avec ce truc-là, comme je disais. Voilà. J'ai pas participé du tout et j'étais un peu loin de tout ça. Et on en entendait parler, et ça a créé une mouvance, ça a créé un truc. Et là, de ce que tu en parles, c'est un peu ce que vous créez, une espèce d'engouement autour de la reconstitution en général. Ouais.
Et puis surtout la place des locaux, enfin que prennent les locaux dans l'histoire. Enfin, c'est ce qui s'était passé là. Un truc qui est super gratifiant, c'est quand les locaux donc de Maljacet, donc là on avait fait le campement au tout départ de la marche pour l'ascension du col de Marie. Il y en avait, tu te souviens, il disait ben on découvre notre propre histoire. On ne savait Ouais. pas que François Ier était passé là. Et du coup, c'est une fierté. T'imagines, le roi de France est passé chez moi, quoi. Et du coup, il y avait ça. Il y avait on apprend notre histoire. Du coup, c'était une fierté pour eux. Et puis, il y avait ceux qui étaient passionnés par ces endroits de la montagne et qui redécouvraient leur montagne, quelque part, mais sous un regard totalement différent. Et qui, depuis, doivent se balader en pensant à Bayard, quoi. Enfin, tu vois, du coup, ils étaient contents de découvrir d'une façon différente, mais qui appartient à leur histoire. Et là, c'est un peu pareil. Enfin, c'est qu'en fait, c'est de la médiation. C'est pour le grand public, quoi. C'est ça qui est chouette, ouais. Il y a un accompagnement qui est fait. Ouais, c'est ça. Il y a les différents niveaux, si tu veux. Il y a le projet scientifique, il y a la fête, la médiation grand public. Puis il y a un documentaire donc de Ludovic. Puis le film, je pense que Ludovic, il veut que ce soit pour du grand public aussi. Parce que lui, il va couvrir plein d'aspects, mais une des lignes éditoriales qui se fixe, c'est l'humain. Donc, c'est Bernard Angelin, celui qui a gravi presque 2000 fois le Mont-Aiguille, qui parle et qui raconte sa passion pour le Mont-Aiguille. C'est mon père qui parle de son approche, son expérience historique, là, qui veut monter. C'est les charpentiers qui bossent et qui. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il y a l'école, demain. Tu vas faire une intervention à l'école primaire de chez Chiliane, au pied du Mont-Aiguille. D'accord. Donc parler à des enfants du Mont-Aiguille, et ça, on va aussi le filmer. Donc ça va être un mélange de plein d'acteurs différents, en fait. Et là, ce qui est chouette, c'est de voir la mobilisation des gens sur place. C'est-à-dire les habitants de Chichiliane, ils se mobilisent pour leur propre histoire, pour leur territoire. Donc il y a plein de groupes. Il y a un groupe sur la restauration. Ils vont essayer de lancer un concours de recettes du Moyen-Âge. C'est là que j'irai. Moi, concours de victuailles, moi j'irai là. Non, mais je t'attends le 25-26 juin à Chichiliane. Je sais pas quelle date c'est, j'ai très envie d'essayer d'y aller terriblement. Samedi dimanche de juin. Voilà. Samedi dimanche. C'est une semaine avant ou c'est une semaine records, Margot? Parce que malheureusement, les plannings, nous, on a les tournages en même temps. Tout ça, on verra ça, mais ça serait avec grand plaisir que j'aurais envie de voir ça. Ça serait fou à voir. On peut même peut-être le retranscrire en live si on arrive à le faire. Ça serait fou. Bien sûr. Il y a le groupe de costumes aussi. Il y a un groupe qui fabrique les costumes, donc ils fabriquent les costumes eux-mêmes. Ok. Donc c'est super. Là, ils travaillent vraiment beaucoup. Ils essayent d'être fidèles à ce qui se faisait à l'époque. Enfin, les costumes qui étaient portés à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe? Il y a un groupe animation, évidemment. Il y a un groupe technique. Il y a. En fait, chacun s'investit à sa manière. Du charpentier pour l'expérience aux ateliers couture. Et puis, Ah ouais, non, c'est assez. Mais les communes doivent être dingues de gens comme toi, enfin, slash vous. Mais en mode genre, faites vivre notre ville. Instantanément, ramenez tout dans notre ville. Le maire n'a pas besoin de faire en mode genre, souvent, il y a des petits villages comme ça. À fond, donc bien sûr, mais forcément en même temps. Ah oui, vous voulez faire un truc chez moi et tout le monde s'active il et un suffit que t'aies une engouement. montagne bien posée à côté et puis ça aide. Non, maintenant on croise les doigts pour qu'il fasse beau, quoi. Ouais, voilà. On n'est pas un orage comme Ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Régis, je crois que tu avais levé la main il y a un moment, qu'il y avait une question ou pas du tout. Où j'ai rêvé, où tu t'es étiré. C'est une semaine d'Ava, donc ça veut dire qu'on n'est pas dispo le soir. Donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement y aller. Ça doit être à 1 heure d'ici. À peu près. Même pas, non. Ouais. C'est Écoutez, on en discutera 40 minutes. On verra tout ça. Ok. Écoutez, merci beaucoup. C'était trop intéressant et j'ai beaucoup aimé pouvoir discuter avec vous. Trop bien. Merci à toi. Effectivement, donc montagne.tv si on veut voir le documentaire. Ouais. Est-ce que potentiellement, toi, tu es ouvert aux échanges avec des gens? Est-ce que vous avez reçu des mails ou des communications de gens qui ont vu le documentaire premier degré et qui disent j'ai vu ça? Est-ce que vous avez eu des retours en fait de gens que vous n'avez pas rencontrés physiquement un peu? Ça a communiqué là-dessus? Ouais, moi j'ai eu des mails, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Après, c'est vraiment varié. Enfin, il y a des gens qui sont passionnés ou qui sont dans un domaine, une compétence scientifique ou qui s'intéressent au projet. Et puis, il y a d'autres gens qui découvrent, qui partagent juste leur enthousiasme. Je pense que, moi, là où j'ai le plus de retours, c'est aux projections. C'est quand les gens voient le film, tu vois, et
et ont des questions et tout ça. Mais ouais. Ok, ok. Peut-être qu'on peut remettre la bande-annonce un petit coup, comme ça on vous représente le documentaire. Est-ce que les modérateurs peuvent renvoyer le lien vers... Bah, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, voilà. Merci beaucoup. En 1515, un roi et des chevaliers en armure se sont retrouvés au cœur des Alpes. En tout, ce sont 40 000 hommes de guerre et près de 12 000 chevaux qui passent les monts. Évidemment, c'est une aventure, comme ça l'a été en 1515. On a essayé de prévoir un maximum de choses, mais il reste des imprévus. On va y arriver. J'ai préparé ça un peu comme une compétition, c'est vrai. Quelles difficultés physiques, morales, matérielles cela représente-t-il pour des hommes du XVIe siècle? C'est ce que l'histoire ne dit pas. Ok, donc du coup tu disais, tu as reçu un message de quelqu'un qui avait fait un plateau de jeu. Oui, qui a conçu un jeu de plateau sur Marignan 1515 et qui m'a envoyé très très gentiment son jeu, donc c'est assez remarquable, qui avait découvert le projet comme ça et qui Et était bien, on échange intéressé. sur le même truc, c'est Bah, cool. c'est ça, même passion, donc j'ai envie de partager avec vous aussi. Trop bien, trop bien de faire ça. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça Bah c'est ouais, super sympa. de ouf. J'espère que le chat, vous passez une bonne soirée, j'espère que vous vous amusez bien, que vous avez découvert tout ça et je suis vraiment curieux d'avoir vos retours en fait sur le documentaire et que n'hésitez pas aussi, donc vous avez le Discord, en faisant point d'exclamation Discord, vous avez le lien Discord, on pourra faire une rubrique spéciale les montagnes, les chevaliers dans la montagne et du coup vous pourrez mettre si vous êtes plutôt initié à l'histoire, si vous aimez bien ça, si tout ça et à la rigueur, du coup nous partagez vos expériences et je pourrai les retranscrire et on en parlera en live un de ces soirs, ça serait cool. Je pense que ça pourrait être cool d'avoir ça. On n'en a pas parlé, mais vous avez eu un truc fou, et les Twitchers, ils vont être trop contents, mais vous avez eu Padge en voix off. C'est la première chose que j'ai dit à Marjo au téléphone. Il est dans la bande-annonce. Je sais pas si c'est sa voix off dans la bande-annonce. Si, je crois qu'il y a sa voix. Il y a sa voix. Bon, bah, du coup, vous avez reconnu Padge, qui est une voix française très très connue, qui fait plein de personnages de jeux vidéo, notamment l'aubergiste dans Hearthstone. On a bien misé. Hein. Bravo. Hein. Il a fait, je perds à chaque fois le nom du jeu, mais il a fait un vieux jeu PS1. À l'époque, il fait toutes les voix un peu de troll, d'orques, de trucs et tout ça. Voilà, il a des voix dans League of Legends, qui est un gros jeu, une grosse communauté sur Twitch et tout ça. Ah oui. Donc c'est un vrai acteur dans le monde d'Internet. Il a une chaîne YouTube et tout ça. Donc j'étais fasciné. J'étais en mode, oh, il y a Padge. Mais en fait, c'est marrant parce que, ça, c'était pas, comme je t'avais dit, c'était pas du tout planifié. Ouais, bien sûr. Enfin, nous, tu vois, tu parles de ta mauvaise culture historique. Bah, nous, c'est la culture du game qu'on n'a pas du tout. Et du coup, Padge, en fait, c'est mon collègue Loris qui m'a. On cherchait une voix off et puis on kiffait en disant, ah ouais, ce serait trop bien qu'on ait André Dussolier et tout. On essaie de s'imaginer comme ça, de dire il faut une voix qui donne en fait tout le charisme du film, quoi. Et puis il me dit ah bah là moi j'écoutais un docu et tout, j'aimais bien la voix, machin, il me fait écouter. Puis c'était Mamie Twink. Ouais. Voilà. Le documentaire de Mamie Twink. Voilà, et du coup on a cherché et puis en fait tu sais, je sais pas, je tape son nom vite fait et je tombe sur un numéro. Là enfin je dis j'essaye, tu vois. Et en fait je suis tombée sur lui. Et je crois que je lui ai laissé un message, il était pas là. Et du coup, il m'a rappelé. Et il m'a dit, génial, allez, super. Puis bon, franchement, il a été génial. Hein. On l'a jamais vu parce qu'on a tout fait à distance. Il a fait l'enregistrement de son côté, du texte, plusieurs intonations. Il nous a envoyé, est-ce que c'est bon? Et génial, quoi. Donc, mais on n'aurait jamais pensé. Ouais, bien sûr. C'est la réaction peut-être des étudiants en premier
qui m'ont dit mais vous avez eu Page enfin Page, Ah ouais. oui, c'est les étudiants qui t'ont dit vous ça. avez eu Page et nous on était là oui bah enfin bah oui Mais moi, pour ma part, je suis passionné du comédien de doublage. Si j'avais voulu faire un métier Bah, de rêve, il ce a métier été de rêve, c'est celui-là, génial. moi, pour moi. Donc, je Ah oui. suis fasciné de ça. Ouais, j'aime beaucoup les Ah. acteurs. Et Donc si on cherche des voix off, on se tourne vers toi. Alors. non, je suis très mauvais. Je suis très mauvais. J'ai pas la voix de Page, en fait, déjà. Non, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant, en fait, le comédien de Ouais. doublage. Et du coup, Page est un peu une entité parce qu'il a vraiment. Ça a été un des premiers dans sa génération, parce qu'il il commence à être âgé, Ouais. à avoir été une voix de jeu vidéo sans être consommateur de jeux vidéo. Il connaît pas du tout ce milieu-là et du coup, il est très avenant vis-à-vis de ce monde-là. D'accord. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est rigolo. C'est une personnalité dans le monde Bah ouais. des comédiens de doublage. Franchement, il a été super quoi. Enfin, nous on a adoré Et- bosser avec lui, même si c'était court parce que tellement efficace. Et puis il a tout de suite accepté en fait. Et puis bah nous, ce qu'on savait, c'était sa page Wikipédia. Et puis les noms des jeux, on les connaissait pas. Donc en fait, on a retenu les noms des docus. On a dit oh cool, il a déjà fait des trucs historiques, ça doit lui plaire. Et voilà, c'est tout. Et ouais, ça donne un super résultat parce qu'il y a probablement des gens qui, en l'entendant, ont accroché peut-être tout le documentaire alors qu'ils auraient peut-être pas tout regardé. Enfin, je sais pas, il y a eu une espèce de notoriété aussi, je pense, qui s'est créée avec ça. Ouais, forcément. Ouais, sûrement. Ouais. Donc Ouais. c'est cool. Forcément. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci Bah, à toi. merci à toi, si vous avez merci des à choses à l'équipe, hein. ajouter, peut-être, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Est-ce que vous êtes frustré de. Est-ce que je peux essayer le gant? Je ne suis pas Vas-y, permis. Bien sûr, Je vas-y. peux J'essaye le gant. Tu vois, c'est confortable. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai le petit doigt un poil trop grand par rapport à toi. Ah. Mon petit doigt Ah bah ouais. Sur mesure. Le kiki, il a du mal. Mais effectivement, alors je comprends qu'arrive à un moment donné, ça pèse son poids, qu'il soit chiant, mais Ouais. c'est très malléable. Ouais. C'est plus malléable de ce à quoi je m'attendais, effectivement. Ouais, en effet, on a l'impression Voilà, que ça va être très rigide et puis non. Ouais, c'est vrai. Parce que, alors, Patrick, à une soirée, m'a fait essayer les casques, les armes et tout ça, mais j'ai pas pu essayer les gants. Ah bah voilà, t'as complété J'ai la presque panoplie. tout fait. Il me reste, Ah il ouais. me reste les bottines. Ah ouais, les jambières et Ouais, tout. les jambières ouais. et tout ça. Ah mais là pareil sur mesure, donc tu auras du mal à les passer, je pense. Hein. Et ça met du temps à mettre surtout. Ouais. Enfin, tu pourras pas les mettre tout seul. Non, quoi. non, je me doute. C'est pas le projet non plus. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut raid quelqu'un. Je me demande, est-ce qu'on peut faire. Alors, le concept de raid, c'est très Oui, simple pour c'est vous quoi, expliquer. Voilà, on va pas. C'est pas. Calmez-vous. Monsieur Gall, ne On a mettez pas peur. votre armure tout de suite. Ce n'est pas ce raid-là. Le concept de raid, en fait, c'est simple, c'est que sur Twitch, en fait, on peut envoyer les gens vers un autre stream qui est en direct. On peut leur dire, allez voir ça, et on les envoie instantanément vers un autre flux de diffusion. Est-ce que par hasard, Rivenzi live, par exemple, parce que Rivenzi vous a reçu. Ouais. C'est Je me trop dis bien. que ça peut être rigolo. Pardon, il faut que vous alliez sur Twitch pour copier-coller le nom de Rivenzi, voir s'il live déjà. Et vous faites /raid Rivenzi. Voilà. Et dans notre chat à nous, effectivement. Et du coup, en fait, ça nous permet d'aller diffuser. Rivenzi vous a reçu parce qu'il est passionné d'histoire. Du coup, c'est le Twitcher représentant un peu de vulgarisation historique. Il vous a reçu il y a un temps. Ouais. Donc je me dis que ça peut être rigolo d'aller raid et lui dire coucou des chevaliers de la montagne. Ah bah, histoire de lui avec faire plaisir, ouais. Mais tu veux un dire effort. qu'il va nous. En fait, quand on raid quelqu'un, lui, Il il va est où dire Il a une alerte, ça va être quoi. lui les arcanes à raid machin avec le nombre de viewers qu'on lui envoie. Ok. Je sais pas du tout combien on est et tout ça. C'est un gros Twitcher, je ne sais pas du tout, je l'ai jamais fait avec lui. C'est le nom de la chaîne, ouais. Et du coup, voilà, et je me dis que ça peut être rigolo de dire tout le chat dit coucou des chevaliers de la montagne. Ah oui, Ah, là, c'est il va ça, tilter, ça Et ouais. du serait coup, on va sympa, tous alors. envoyer un Ouais. message via le chat et il va le voir, un Ah, coucou des trop chevaliers de la bien. montagne. Ah ouais. Et comme ça, on c'est va lui cool. dire, on va lui faire un bisou comme ça. Génial. sympa. On peut tous faire ça, ça serait très cool. Ah ouais. Voilà, parce que bah effectivement, c'est une des seules personnes sur YouTube. J'ai vu très peu de gens vulgarisateurs YouTube qui en ont parlé. C'est le seul personne des médias internet qui en a parlé en fait. Et qui Ouais, vous a qui reçu. a fait Ouais, vraiment ouais, une tout à chronique fait. là-dessus Ouais. et avec qui on a échangé. Enfin, il avait beaucoup d'intérêt pour le sujet et donc ouais, ça s'intégrait bien dans sa chronique. Ok. Ouais, tout à fait. C'est un moment. Est-ce que, Ouais, est-ce que c'est ça chouette, a l'air ouais. de galérer, j'ai l'impression. Non, ça prend un temps et on a le temps de dire au revoir. Non, le timer de 10 secondes, c'est pour dire ça va se lancer et les gens après s'envoient. Bon, ils apprennent les commandes. Voilà, on est une boîte de vidéos avant d'être des Twitchers. On galère encore un peu. C'est bon pour vous? Vous avez lancé le raid du coup? Écoute, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi le live. Merci beaucoup à Margot et Régis d'avoir fait la technique. Vous étiez au top. Désolé pour le petit problème son de début. C'était un bug Streamlabs. On va très vite passer chez OBS.
Merci beaucoup Marjo, merci beaucoup Stéphane. Eh ben, merci à toi. Merci à Plaisir de l'équipe. vous avoir reçu. Pardon. Partagé. Plaisir de Ouais, partager. ouais, très c'était cool. ouais. Voilà. J'espère que vous n'étiez pas trop stressé. Non. Tout ça. Non. Non, L'habitude. non, ça va. L'habitude. Non, Un mais conférencier bon, comme ça, l'habitude. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Bonsoir. Et bah ouais, bonne soirée.